2 systèmes d'enregistrement indépendants. Que saloperie. Salut Julien, comment vas-tu? Salut Romain, eh bien fort bien, malgré ces chaleurs tentaculaires, j'allais dire, mais caniculaires surtout. Nous allons parler d'un film un peu estival quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, si vous voulez prendre des vacances sur une belle petite île, faites très attention à vous quand même. Et en même temps, c'est des vacances, c'est bien parce que c'est un endroit qui est un peu moins, je crois, touché par la canicule en ce moment. C'est en Normandie que se situe le film en question. Donc c'est un peu ceux qui sont peut-être qui ont pris peut-être le moins cher en termes de chaleur, parce que nous dans le Finistère on est aussi chaud, ceci étant dit, ce qui est quand même relativement rare. Et donc aujourd'hui on va parler. Alors on est donc évidemment dans un GOG puisque vous avez eu le générique et tout ce qui suit. Et donc nous allons parler d'un film étrange, alors dont on avait déjà parlé. Je crois qu'on l'avait teasé dans une émission précédente, il me semble. Alors qui est un film, j'y reviendrai parce que moi il me tient à cœur un petit peu. C'est un petit clin d'œil à mon papa. J'en parlerai tout à l'heure aussi. Un film qui s'appelle Le Démon dans l'île, réalisé par Francis Leroy, co-scénarisé par Francis Leroy et par donc son co-scénariste Owen T. Roseman, qui est un magnifique. Alors nous on pense être un pseudonyme parce que si on regarde la filmographie de Francis Leroy, elle est quand même très porno érotique quand même. Globalement, il a un nombre assez incalculable. Il a vraiment 5 longs métrages à son actif qui sont dont un quand même est sur Wikipédia, on a regardé, qui est quand même classé quand même dans l'érotisme, mais qui est quand même mis un petit peu. Il y a plusieurs catégories sur Wikipédia et donc il y a une partie quand même très pléthorique en termes d'érotisme et de porno. Il a réalisé notamment plusieurs épisodes tardifs de la saga Emmanuel. Il a scénarisé d'ailleurs, il semble, Emmanuel 2 aussi. Donc il a officié là-dedans. Et puis autrement, on a tout un tas de titres chatoyants. Et c'est ça qu'on aime dans le cinéma érotique et pornographique, évidemment. Et donc voilà, il y a une filmographie pléthorique. Et c'est pour ça que ce film-là, il est assez curieux, effectivement, dans sa filmographie. C'est le seul film fantastique. Donc c'est aussi ça qui le rend assez étonnant. Il y a un casting aussi assez étonnant, mine de rien, puisqu'on retrouve Annie Dupéret dans le rôle de l'héroïne, donc de la protagoniste, cette jeune médecin qui va venir officier sur cette île un petit peu étrange, cette île normande un petit peu étrange. Jean-Claude Brialy qui interprète le médecin qui est déjà présent sur l'île et avec qui il va y avoir un petit peu des tensions, parce qu'il va venir quand même marcher sur ses plates-bandes et donc il va y avoir des tensions, mais il n'y a pas forcément que des tensions d'ailleurs qui sont des tensions elle est sur mes plates-bandes et j'ai pas envie qu'elle empiète. Toutes sortes de tensions globalement. On retrouvera donc Pierre Santini effectivement aussi dans le rôle du maire, qui est dans le premier personnage qu'on voit apparaître, Gabriel Catan dans le rôle du pharmacien, et puis après tout un tas d'acteurs de second couteau que moi je connaissais pas particulièrement. J'ai revérifié un petit peu en faisant le tour du casting, alors dont certains viennent au passage du cinéma pornographique aussi, ce qui va amener justement à une séquence de nudité un petit peu au milieu du film, même si le film finalement est expurgé de scènes de sexe. Il n'y a pas de scène de sexe en temps réel, il y a de la nudité mais pas de sexualité. Et donc pour peut-être résumer en très peu de mots, parce que finalement on peut le résumer très facilement en fait le pitch du film qui est très simple. Donc on suit donc ce personnage du docteur Gabriel Martin, donc qui va venir donc sur une île normande prendre un poste de médecin. Et donc elle va se retrouver confrontée dans un premier temps d'ailleurs au médecin, donc comme je disais tout à l'heure, qui est sur place, qui va être un petit peu derrière derrière, au passage qui va venir en tant que patient dans un premier temps, en mimant le fait qu'il est patient pour lui révéler au final qu'il est le médecin, et donc ça va créer une tension entre ces deux personnages. Alors lui, il a toute une réputation au début, ce médecin, de personnage assez dur, assez étrange, qui vit dans une sorte de grand manoir un petit peu étrange dont on parlera certainement tout à l'heure. Et donc, ce qui va se passer sur cette île, donc c'est une île où il se passe jamais rien globalement. Alors, en tous les cas, de prime abord, c'est ce qui semble elle va se faire chier probablement cette île, et va s'en suivre un certain nombre d'accidents étranges, où plusieurs personnages, plusieurs habitants de l'île vont se retrouver, je dirais, agressés par les objets du quotidien. On parlera du four tout à l'heure, c'est un couteau électrique. La première séquence avec le maire, c'est le rasoir
qui va le couper quand même de manière assez importante. Et donc elle va se retrouver à être bazardée d'un bout à l'autre de l'île pour aller soigner les gens qui ont été mutilés, blessés par les objets du quotidien. Et donc à partir de là, il va y avoir tout un mystère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui produit ces éléments? Est-ce que ce sont les objets qui prennent vie? Est-ce qu'il y a affaire de sorcellerie, de démons? Est-ce qu'il y a affaire de possession? Bref, le film va aller finalement. Alors moi, je trouve ça étonnant parce que moi, je l'avais pas vu, donc j'ai été surpris par le final quand même, en tout cas par la révélation. Elle m'a surpris. Je m'attendais pas trop à ce que le film aille dans ce sens-là, ce qui est plutôt assez chouette et assez étonnant. Mais justement, on va en parler. On viendra. De toute façon, à partir de maintenant, une fois qu'on va avoir lancé, que je vais avoir lancé Julien, on spoil de toute façon quoi qu'il en est, pardon. Alors on va procéder exactement comme d'habitude, évidemment. Dans un premier temps, on va venir sur notre avis un petit peu général. Ensuite, je proposerai évidemment 2 thématiques au cours desquelles on va échanger. Et puis, une séquence autour de laquelle aussi, on va échanger aussi, qui est la séquence du four, mais on y reviendra, qui est une très très belle séquence. Écoute, mon cher Julien, maintenant je vais me taire après ce contexte assez simple finalement. Je reviendrai un petit peu moi sur peut-être aussi sur ce petit hommage que je voulais rendre à mon papa. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-François Dumont, mais je en reparlerai tout à l'heure. Mais si vous voulez être tout à fait rassuré, je vous prescris quelques examens complémentaires. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour votre fichier, mon nom complet est Paul-Henri Marchal. Marchal avec 2 L. Profession médecin. Vous êtes le docteur Marchal. Eh oui. Eh oui. Je pense que nous pratiquerons les mêmes tarifs. Vous avez peut-être oublié qu'on ne fait jamais payer un confrère. Vous avez raison, cher collègue. Vous êtes charmante. Vos malades ont bien de la chance. Attendez, asseyez-vous, il faut que je vous parle. Non, excusez-moi, mais j'ai des visites ce matin. Vous savez ce que c'est? Qu'as-tu pensé de cette première découverte? Comment t'es-tu senti par rapport à ça? Quelle est ta première appréciation vis-à-vis de ce démon dans l'île? Ah, quel film spécial, disons-le. En sortant de là, je me demandais quand même si on était plus dans le nanar ou le navet. C'est la première question qu'on peut se poser, c'est vrai, arriver là. Cependant, nonobstant de pas mal de faiblesses qu'on évoquera là, c'est quand même une proposition assez unique dans le cinéma français à l'époque, 1983. Bon, il y a eu évidemment dans le fantastique pas mal de choses qui ont été faites avant, mais là il y a un truc qui fait très folklora hein, sur la base de départ. Une dame qui arrive sur une île, qui va prendre, on va dire, ses fonctions, ou faire une enquête, puisqu'elle va se transformer en enquêtrice aussi. On est un petit peu dans cette idée à The Wicker Man aussi. À un moment, moi j'y ai cru. J'étais là, The Wicker Man, qui est un des grands films évidemment, peut-être le chef-d'œuvre du folk horror. Donc il y a quand même des belles promesses. Petite parenthèse juste là, on en a parlé sur la chaîne avec Julien, je mettrai le lien en description, mais on a parlé il y a quelques années de Wicker Man, voilà, je le lise comme ça. Ce fut un de nos premiers duos, avant même les Glock, avant même le journal de Mickey, tout ça, il y a eu des préludes, des prémices. On avait fait Midsommar ou Hérédité? Non, c'était Hérédité. Hérédité aussi, voilà. Ouais. Hérédité, là, on n'y est pas. Mais ce qui est certain, c'est que, voilà, il y a l'introduction, les premières minutes, j'étais quand même à fond. En mode, voilà, on débarque sur cette île, il y a le phare, tout a l'air calme, paisible, et on voit le monsieur qui se rase et qui se coupe goulûment, on peut le dire, hein, quand même. Il y a une étrangeté qui se met en place. Et après, bon, petit à petit, il se passe des choses. Alors, il y a des scènes qui sont plutôt bien gérées, d'autres qui sont quand même vraiment foutraques, disons-le, y compris vers la finalité. Disons que la double finalité, à un moment, tu rigoles. Tu te demandes s'ils n'ont pas eu, à un moment, bon, les limites du budget faisant, ils devaient se débarrasser de certaines scènes vite, allez hop, on n'a pas trop le temps aujourd'hui, il faut qu'on quitte l'île. Je pense qu'ils ont tourné sur une île en plus. Enfin, du moins, en décor naturel la plupart du temps, donc peut-être qu'il y avait des restrictions aussi, restrictions spatiales également, parce qu'on en parlera à un moment. Et cette idée quand même que le film a l'air presque bancal, ce qui fait aussi son charme, hein, indirectement. Parce qu'on est dans le mystère et tout, tu te poses quand même pas mal de questions. La révélation en tant que telle, elle semble un peu au forceps, mais on y reviendra après. Ça nous ramènera à beaucoup d'autres films, hein, d'ailleurs, hein, sur cette... Parce que c'est vrai que ça arrive un peu de façon abrupte pendant, disons, la moitié du film, tu ne peux même pas deviner vraiment ce qui se passe. C'est un peu facile, tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis arrive comme ça, voilà. Mais bon, peu importe. Qui est ce démon dans l'île? Y a-t-il vraiment un démon? Est-ce que c'est le démon du capitalisme avec ses objets qui attaquent? Parce que
À un certain moment, tu peux y penser. Et donc, arrivé au bout, je me suis dit quand même, enfin, c'est à la fois nul et fascinant. J'étais là en mode, c'est plus qu'une série B, là. C'est une série C, une série Z. Il n'y a pas assez de lettres pour la nommer, peut-être. Ça me rappelle un film, ça. Je crois que c'est dans Les Trois Frères. Hein. Il n'y a pas assez de lettres pour la nommer. Donc, qui est pas trop gocable, Les Trois Frères. Il ne faut pas exagérer. On y arriverait, on arriverait à le faire rentrer dedans. Ouais. Il y a d'autres comédies, entre guillemets, françaises qui sont plus gocables, j'ai envie de dire. C'est vrai. Et arrivé au bout, enfin, déjà les acteurs, actrices, à un moment, on se demande s'ils sont à fond dans le projet. Annie Dupéré, les 3/4 du temps, tu sens qu'elle est à fond. Elle est contente d'avoir un rôle comme ça, mais à d'autres moments, c'est plus compliqué. Tandis que Jean-Claude Brialy, bon, mais Jean-Claude Brialy, il a une carrière intéressante. Il a eu, on va dire, des rôles très versatiles quand même, hein, Ouais. depuis La Nouvelle Vague, etc. C'est quelqu'un qui rechignait peu à la tâche, je pense, qui aimait bien tenter des trucs. Et on pourra en parler de ce médecin qui, rien que dans le nom de famille, Marshall, on peut faire de l'onomastique là si on veut. On voit que c'est un peu dans l'idée d'un western, si on veut. C'est le gars qui veut camper sur ses positions et Ouais. qui veut défendre son précaré. C'est intéressant cette idée un peu home invasion aussi qu'on peut avoir, western, film fantastique. Pas les chiens de paille non plus, mais à un certain moment on pourrait y croire quand même l'arrivée de cette dame là au milieu. On se demande comment elle va être acceptée, à quel point cette île a besoin d'un médecin en plus ou d'un autre médecin, ce qui pose aussi la question et le postulat de l'efficacité ou non, ou de la dangerosité potentielle de ce médecin joué par Jean-Claude Brialy, ce face-à-face, tout ça qui est intéressant, le pharmacien. Il y a quand même une idée là, une idée d'horreur de village, un peu, enfin horreur fantastique de village, où on sent que dans le quotidien et dans les rôles un petit peu habituels de ce petit village isolé, il y a un petit mal qui se cache. Mais quel est ce mal? Ça, on en parlera très vite. Hein. Pour l'instant, on reste encore dans un mystère, mais la zone spoiler arrivera très vite. Et toi, je crois que tu l'as revu ou c'est une première découverte aussi pour toi? Parce que je me suis posé cette question pendant le visionnage. Tu me l'avais proposé, mais l'avais-tu déjà vu avant? Parce que Jamais en fait. C'est-à-dire que c'est un film que je devais voir depuis très longtemps. Et c'est là où je parlais vite fait de mon père, puisque c'est mon père qui m'en avait parlé depuis longtemps, parce qu'on avait un ami de mes parents qui s'appelle Jean-François Dumont, qui, alors, c'est pour faire du lien avec Francis Leroy, traduisait des romans porno, c'était son boulot. Et à côté de ça, il écrivait des romans porno aussi de son côté. Et c'était un féru de cinéma fantastique. Et donc, il a fait découvrir beaucoup à mes parents de films un peu étranges, dont Le Démon dans l'île, dont mon père me parle peut-être depuis, alors il est décédé depuis, mais il m'en a parlé pendant presque 10 ou 15 ans de ce film-là. Et j'ai jamais d'ailleurs eu l'occasion de le voir de son vivant. Donc, je l'ai découvert très tardivement, ce film-là, parce qu'il était difficile aussi à trouver. C'est pas un film qui est très très simple non plus. Et Jean-François Dumont, vraiment petite parenthèse, mais c'est un monsieur, moi j'ai découvert des films très étonnants avec lui, mais de manière, quand j'étais petit, comme j'étais dans la chambre juste à côté, il regardait des films avec mes parents le soir quand on allait chez eux, et j'ai découvert notamment le film donc de Keeper de Michael Mann, c'est The Keeper en anglais je crois pour le coup, mais La Forteresse Noire, je l'ai découvert intégralement en auditif à 7 ou 8 ans, donc j'ai écouté le film intégralement parce que je n'arrivais pas à dormir et j'entendais tout le son, donc et j'ai découvert beaucoup plus tard pour le coup La Forteresse Noire. Et donc voilà, c'est ces films-là un petit peu. C'est pour ça que c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de tendresse en le voyant, parce que j'ai ce truc avec mon père qui m'en parlait depuis très longtemps de Francis Leroy et de ce que Jean-François lui avait fait découvrir, lui avait fait découvrir. En plus, avec ce lien de Francis Leroy, qui est réalisateur dans le porno et l'érotisme, c'est assez marrant parce que pour le coup, ça faisait écho au travail de Jean-François, donc c'est intéressant. Et ça crée un lien quand même assez étroit, mine de rien, entre le cinéma fantastique et le cinéma porno, le cinéma d'horreur, le cinéma porno, qui étaient des genres longtemps marginalisés et ostracisés. Et probablement qu'à l'époque, quand il y avait des cinémas qui étaient spécialisés dans les grandes villes, notamment, où il y avait le cinéma porno, très souvent le cinéma porno diffusait aussi du fantastique, parce que c'est là où on diffusait un peu ces films un peu marginaux. C'est moins le cas aujourd'hui, évidemment. Des genres presque poreux, parce que l'érotisme oui. Dans le giallo, par exemple, forcément, totalement. Ça se mélange facilement. Donc c'est des genres très proches. Et donc moi je le découvre très tardivement. Et alors je trouve que tu as très bien formulé ça. C'est un film à la fois très nul et à la fois assez fascinant. En fait, il y a un truc où il y a ce côté nanar, en fait, vraiment le côté. Alors, il faut même savoir que le film a été quand même primé à Avoriaz en 83. Il a eu le prix du suspense pour le coup. Donc c'est un film qui a été primé, qui est vraiment un truc très étrange et très iconoclaste en France. En tout cas à l'époque, il y a un truc vraiment hyper étonnant. Tu parlais beaucoup de Wickerman en entrée. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a un truc quand même qui est très étonnant là-dessus, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui va enquêter, qui vient sur l'île, qui est plutôt quelqu'un qui vient de la ville et qui va se retrouver dans cette campagne insulaire, si je puis dire ça.
un peu étrange, avec des traditions qui sont pas les siennes, avec des fonctionnements qui sont pas les siens, qui est finalement assez loin de cette société de consommation dont on nous entretient très souvent dans le film. Dès la première séquence, quand on voit le maire se raser, qu'on entend des pubs à la radio, il y a une séquence notamment aussi avec un personnage qui va se mutiler avec un couteau de cuisine électrique. Et pareil, la télé est au centre de tout truc. Il y en a une qui va s'ébouillanter aussi avec une cafetière. Et tout le fond qu'on a, c'est le fond de la publicité qui tourne pour des nouveaux produits. Il y a un truc intéressant, cette manière aussi dont les insulaires, en fait, ont contact par la télévision et par la radio avec ces sociétés de consommation. Et ils ont quand même cette supérette au village, qui est un centre névralgique un petit peu de ce truc-là, dans lequel finalement tout se passe en réalité, et dans lequel justement ils ont cet accès aux inventions, si je puis dire, de la ville, ou en tous les cas à cette société de consommation. Je trouve que c'est vachement intéressant. Je trouve qu'il y a plein de velléités sociales, politiques qui sont vraiment intéressantes. Bon, le problème après, c'est la mise en forme, c'est-à-dire que on sent qu'il y a un truc où c'est un bac à sable. Ils tentent des trucs. Et autant il y a des séquences qui fonctionnent vraiment super bien, autant il y a des séquences qui fonctionnent vraiment très très mal et qui sont assez. Alors, elles ont ce côté-là où elles sont quand même attachantes. C'est-à-dire qu'il y a pas ce truc-là où le mec a des prétentions absolument phénoménales dans le truc. Je pense que c'est un film qui se prend pas au sérieux, qui est totalement conscient de son héritage de cinéma d'exploitation, qui va autant piocher dans le cinéma d'exploitation américain que britannique, en essayant de lui apporter vraiment une tonalité française aussi. En jouant vraiment sur un truc assez terroir, encore une fois, dans les campagnes françaises, sur les îles françaises en Normandie, ça donne un cachet très particulier au film. Les acteurs, effectivement, et les actrices du film rendent le truc aussi, finalement, très terroir aussi, très curieux. Je trouve que le choix de Brialy est intéressant, parce qu'il a une tonalité hyper étrange. Moi, tu vois, tu parlais de Wicker Man, moi, en voyant le film, alors il va pas vraiment vers ça. Mais j'avais cette impression de retrouver le Christopher Lee de Wicker Man, qui a un petit peu ce truc cette instance un peu étrange, un peu au-dessus de tout, avec cette voix qui est, mine de rien, qui porte, il y a une sorte d'aura autour de ce personnage-là, qui vit dans ce manoir un peu isolé aussi, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Alors, on a l'impression que sur cette île, le temps s'est arrêté, que finalement la société de consommation essaie le plus possible de pénétrer dans ce truc qui a finalement pas été violé par la société de consommation, mais qu'elle essaie de rentrer de manière un petit peu forcée à travers la télé et les radios. Il y a un truc hyper étonnant. Je trouve, moi, le film m'a fasciné, en même temps que j'ai trouvé complètement raté sur plein de trucs, et je trouve le film quand même très attachant. Je trouve qu'il y a un truc un peu d'anomalie. Alors, je dis pas que c'est le seul de l'époque. On a d'ailleurs en off tout à l'heure, on a retrouvé un film qui est un petit peu qui précède de quelques années en 76, dont on parlera, qui est totalement gokable, dont on parlera. Je vais pas le citer maintenant parce qu'on va garder, mais qui est un petit peu dans ce mood un petit peu du cinéma fantastique français des 70-80. Donc c'est pas une anomalie totalement unique, il y en a d'autres, mais c'est quand même, mine de rien, quand tu le regardes à l'échelle un petit peu globale, c'est une anomalie, c'est un truc bizarre. Et rien que pour sa bizarrerie, le film il est cool, il fait plaisir quand même. Mais Wickermanien, même quand tu parlais de Christopher Lee et Jean-Claude Brialy, ils partagent même, on va dire, une similarité physique, un postiche. Oui. Christopher Lee, c'est la perruque, magnifique, hein. 2 perruques même dans The Wicker Man, hein, si on a la scène un peu de défilé folklorique plus tard. Et là, c'est le postiche, une sorte de bouc, hein, comme ça. Oui. Voilà. Voilà. Mais je pense qu'il y a une idée. Hein. Moi, je suis persuadé, j'en sais rien, hein, mais ça donne l'idée que Francis Leroy et ou son scénariste ont peut-être vu The Wicker Man, il est sorti en France, parce que, je sais pas, hein, il est sorti en 73, oui. Royaume-Uni, britannique, peut-être aux États-Unis, mais est-ce qu'il était sorti en France? Je ne sais pas. Mais ça serait pas étonnant non plus que dans l'idée, ils aient eu vent de ce genre de film aussi. Mais bon, j'en parlerai en reco tout à l'heure. Il y a eu d'autres films insulaires un peu bizarres. Hein, cette idée, de toute façon, l'isolement fait que quand vous êtes en pleine, quand vous débarquez à un endroit qui est pas le vôtre, avec un regard peut-être local qui se méfie, etc. Pas besoin d'avoir une île. Hein. Je parlais des chiens de paille tout à l'heure. Cette idée de ne pas trop être bien accepté et potentiellement parfois, quand on verse dans le fantastique, ce qui n'est pas le cas des chiens de paille pour le coup, mais quand on verse dans le fantastique, il y a cette étrangeté, ce mystère qui te saute à la gorge encore plus. Et là, tu as 2 choix. Soit tu vas au bout des trucs, t'enquêtes jusqu'au bout, soit tu te barres. Mais bon, dans des films comme ça, tu te barres pas. Ou on t'empêche de partir. Oui. Mais là, c'est même pas le cas. C'est-à-dire que c'est comme dans The Wicker Man, hein, 2 enquêteurs, enquêtrices qui vont rester, qui veulent à tout prix avoir la vérité. Mais bon, on comprend l'idée aussi, parce qu'il y a un travail qui est potentiellement intéressant, même si c'est un peu au forceps dans l'écriture, autour du personnage Annie Dupéré par rapport à son passé, un trauma qui fait que elle doit fuir quelque chose et là elle peut pas partir de là, quoi. Elle est dans son purgatoire en final, hein, quelque part ici.
Oui, parce que en plus, la séquence revient très long. Le flashback revient régulièrement jusqu'à ce qu'on le voit de manière un petit peu plus intégrale à la fin, en tous les cas dans la dernière partie du film. Et alors justement, j'avais une question à te poser, parce que on peut rentrer quand même dans le spoil, je pense que c'est important, parce que je pense dans sa globalité, l'appréciation globale, qu'as-tu pensé justement, parce que de cette révélation quand même finale qui intervient, et qui finalement, tu l'as dit, tu l'as quand même très très bien dit, j'ai un souvenir de ce truc-là, c'est effectivement, on s'y attend pas, et c'est étonnant, parce que c'était surpris, mais en même temps, on s'y attend pas, parce que c'est, à mon avis, effectivement, il y a ce truc-là très artificiel, en fait, d'aller vers quelque chose vers lequel le spectateur n'irait pas, de manière encore une fois très artificielle. C'est pas moi quand je vois le film, j'ai du mal en fait effectivement à. Alors, je dirais que sur le climax du film, ça fonctionne un peu. Il y a un truc qui fonctionne, on en reparlera, je pense. Mais en tant que tel, je trouve que le moment où ça bascule, qui est une séquence nocturne dans la supérette, il me semble, c'est à ce moment-là où on découvre en tous les cas quelque chose qui nous met sur une grosse piste, on va dire, visuellement, j'entends. Mais qui pour le coup un plan qui m'a pas mal saisi en fait, parce que il y a une déformation physique qui est intéressante sur la créature en tant que telle, qui moi m'a fasciné de dos, qui marche beaucoup moins de face en fait. Elle marche très très bien de dos, mais elle marche pas du tout de face. Et là il y a un truc qui a marché pour moi, mais je trouve effectivement que tu dis finalement ça paraît complètement décorrélé du reste, et on a l'impression effectivement qu'il y a cette surprise là, elle est inattendue parce que de fait elle n'est pas vraiment cohérente avec l'ensemble. Ouais, il y a là aussi cette idée d'un enfant caché, soi-disant mort-né, mais non, et qui en fait a une télékinésie et qui veut se venger. Bon, on simplifie, c'est un peu le bordel, qui est un peu instrumentalisé aussi d'un autre côté. C'est que là aussi on a un trope qui, je pense, c'est référence ou a été influencé par d'autres films, parce que si je me trompe pas, Chromosome 3 de Cronenberg est antérieur, 1979, c'est ça. On peut penser à Don't Look Back aussi, on va pas spoiler le film, mais mais c'est vrai. Voilà. Ah, mais c'est littéralement ça, quoi. Ce trope de une créature, mais petite taille, là, enfant, clairement, de toute façon, là, c'est un enfant. Bon, évidemment, sur les effets maquillage et autres, ça a ses limites par moment. Enfin, il a un gros cerveau, quoi. Bon, avec une sorte de perruque bizarre par-dessus pour masquer le postiche. On sent que ça a été fait à l'arrache parce que ça se voyait trop. Mais c'est là, on rentre dans l'étrangeté, dans une sorte de cabinet de curiosité, Dr Frankenstein, tout ce qu'on veut, qui référence parfaitement donc tout ce qui a pu être fait dans beaucoup de cinéma dit de genre, avec brio et tout. Mais en soi, c'est surprenant. Ça a le mérite, en effet, d'être totalement surprenant. Peut-être trop surprenant dans le sens où la bascule a du mal à se faire parce que c'est ça. Ah ouais, mais attends, c'est un peu tiré par les cheveux, sans faire mauvais jeu de mots du coup. Parce que si on tire trop par les cheveux, là, on voit le postiche. On voit plutôt c'est pas le postiche derrière, c'est carrément le. Et la prothèse en plus qu'elle. La prothèse, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il a peut-être eu le prix du suspense, parce qu'en effet, là pour le coup, le suspense, ça a dû surprendre beaucoup de gens en salle. Mais au-delà du twist et tout. Bon, ça implique aussi la manipulation, l'eugénisme. Il y a cette peur-là qui est absolue. Depuis le nazisme, l'eugénisme fait peur et a raison. Et ça revient toujours potentiellement dans des débats post-darwiniens par moment. Et voir comment les médecins, il y a le bon médecin et il y a le mauvais médecin, quoi. C'est intéressant, mais je vois où ils veulent en venir, les scénaristes. Ils veulent faire ce parallèle entre cet enfant mort-né mais qui est vivant encore, et donc on peut le dire aussi, personnage Annie Dupéré qui a perdu son enfant et son mari dans un accident. En plus, elle bossait, elle intervenait, elle découvre, parce que c'est médecin d'autoroute, je crois, je sais pas, enfin, en gros, elle vient aux urgences quand il y a des accidents, et elle découvre là, par hasard, par truchement de son travail, que c'est son mari et son petit garçon qui sont là. Et on voit d'ailleurs, c'est des scènes très elliptiques, flash, on voit même une sorte de cadavre allongé sur le capot avant, c'est assez gore, assez violent. Donc d'idée de ce trauma-là, qu'à la fin, elle doit encore plus s'impliquer. Mais c'est comme si c'était un film de destin, si tu veux. C'est un peu le fatum qu'il a mis là, le fatum de la création cinématographique et de la fiction. C'est à la fois intéressant, mais c'est vrai que c'est très écrit, quoi. Mais en soi, ça fait basculer le film autrement, là où on commençait quand même à avoir une certaine lassitude de ces accidents ménagers, parce qu'à un moment, pendant un bon tiers, voire même la moitié du film, c'est accident ménager sur accident ménager. Là, tu te dis, oui, bon, la loi des séries, c'est sympa, mais comme les scènes sont inégales, on en parlera. À un moment, tu arrives, oui, bon, d'accord, allez, oui, le rasoir, oui, ok, le four, oui, le verre, etc. À un moment, tu te dis, oui, bon, ok, allez, abrège, quoi. On a compris. C'est ça, oui. Et d'ailleurs, tu sens que c'est un peu dans le cahier des charges pour arriver à faire un long métrage.
et que du coup, il y a certaines scènes où il y a un soin qui a été moins apporté que d'autres, hein, Mm. littéralement. Ah, la petite fille, quand même, avec l'ours en peluche, là, Oui, ça fait son et ça effet. aussi. Ça Oui. fait son effet. L'insert dans l'œil, là, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça, c'est bien géré. Mais d'autres trucs, le verre, etc., bon, voilà. Et c'est intéressant parce que tu disais tout à l'heure, la télé, on en parlera dans une des thématiques, et ce sont des objets neufs. Au début, je croyais que c'était des objets Ouais. électroniques, mais en fait, dès la première scène, non, c'est un rasoir jetable de toute façon. C'est intéressant, ça. Donc la télékinésie sur ces objets, qu'il a un peu maudit le gamin en intervenant dans l'arrière-boutique, comme s'il jetait un sort à ces objets, quoi, c'est Oui, ça? ouais. C'est bizarre, hein. Ouais. C'est très ta gueule, c'est magique, hein, quand même, hein. Bon. Je sais pas ce que t'en penses toi aussi, mais c'est vrai qu'il y a des gros raccourcis, hein, Ah dans bah, le délire. moi, honnêtement, alors, c'est ça, au fait, que j'ai, le problème que j'ai avec ce twist, que je trouve, au moment, moi, encore une fois, le plan où Annie Dupéret, justement, arrive à se planquer dans la supérette et qu'elle voit, ce petit enfant avec une grosse tête, en fait, partir. Moi, je trouvais que le plan, en fait, comme je m'y attendais pas, et j'aime bien ce genre de travail sur la difformité, en fait, sur le monstre. On reparlera pareil dans ma reco, il y a un peu le même système. Mais si je dis ça, bon, c'est pas grave, on parlera à la reco parce que en fait, je suis en train de spoiler l'autre film que je vais recommander, mais toujours est-il que il y a un truc sur la difformité, moi, qui marche en fait bien, mais effectivement, comme je disais, dès que c'est de face, ça fonctionne plus. Par contre, voilà, là où moi ça me pose problème vraiment, parce que effectivement, le changement de genre est intéressant. En fait, le fait de changer de paradigme de genre, c'est plutôt chouette, et au moins ça t'amène autre part. En plus, tu dis très bien, il y a une forme de lassitude parce qu'on enchaîne les morts qui sont toutes très inégales. Tu dis, c'est très vrai. Il y a autant, par exemple, on verra sur le four. Le four, il y a une vraie dynamique de mise en scène qui est intéressante. Autant sur les autres, c'est compliqué en fait. Il y en a certaines où c'est vraiment hyper plan-plan, et il n'y a pas vraiment de tension en fait qui émane. Il n'y a pas vraiment de suspense. J'ai presque l'impression que la séquence du four, en fait, elle catalyse un petit peu toutes les envies de mise en scène et de tension qui sont intéressantes, mais le reste du temps, ça arrive comme ça de manière un petit peu comme un cheveu sur la soupe, un peu brutal. Alors évidemment, ça crée une forme de sidération. C'est le cas pour la gamine, par exemple. Ça, c'est un super plan. On parlait en off de Fulci. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais moi, je trouve que justement, ce plan, cet insert sur cet œil qui est percé, c'est un truc qu'on retrouve énormément chez Fulci. Fulci a une passion et nucléation, où il a fait rentrer des objets dans les yeux dans tous les sens, par l'arrière, par l'avant, sur les côtés. Enfin, quand voilà, vous regardez, que ce soit l'enfer des zombies, que ce soit l'au-delà, que ce soit Frayeur, il a travaillé toutes les déclinaisons de l'énucléation de plein de manières différentes. Et là, je trouve que le plan fonctionne très très bien. Effectivement, il est assez sidérant, et puis en plus, comme ça touche un enfant, ça fonctionne très bien. Tu t'attends pas à ce qui est. Ça, c'est une des forces quand même du film. Je trouve que le film parvient quand même, quand il traite, tu l'as dit tout à l'heure pour l'accident, la violence, et notamment la violence exercée sur les enfants. Il le fait de manière assez forte, assez brute, et il détourne pas le regard. Tu vois, ça, je trouve, c'est intéressant. Il y a cette volonté quand même de montrer les choses et de clouer un peu le spectateur au moment où il s'y attend pas, où ça fonctionne comme ça très très fortement. Et pareil, il détourne pas le regard sur ses effets gore. Les effets gore, ils ont beau être ce qu'ils sont, aussi maladroits sont-ils parfois. En témoigne la main de la femme dans le four, par exemple. On a souvent l'impression d'une sorte d'aggloméré de maquillage qui fonctionne pas très bien. N'empêche que dans sa mise en scène, il y croit en fait, et donc moi j'y crois quand même. Et comme il détourne pas le regard, je me dis bah au moins, tu vois, c'est pas très bien foutu, mais il fuit pas le truc. Il dit voilà, je vais quand même vous le montrer de manière impactante. Je vais vous montrer cette violence qui s'exerce sur les persos. Il y a une sorte de quand même de sadisme vis-à-vis des personnages qui est assez intéressant, et qui en même temps fait bien écho en fait à la vengeance de cet enfant-là, en fait, où détourner le regard, je trouve, saurait diminuer en tous les cas toutes les intentions par rapport à cet enfant et à ce que cet enfant va faire. Alors, il détourne le regard une fois, c'est-à-dire à la toute fin, sur le plan avec l'enfant, mais ça, on va y revenir, parce que, mais je trouve que c'est un plan qui est fort, en fait. Pour le coup, je trouve que là, le fait de mettre quand même hors champ ce truc-là, a un impact, en fait, pour le coup, et rend ça assez fort. Mais cette scène, je sais pas si on peut en parler maintenant vite fait. On peut, parce que, de toute façon, on est sur le truc général, on peut. Mais parce que c'est la scène où l'enfant se sacrifie lui-même, en fait, il s'auto-écrase, disons-le, par une sorte d'engin agricole, je sais pas trop, hein, un truc qui était suspendu au plafond. Là où il y a le face-à-face avec Brialy, Annie Dupéret, tout ça, bon. Et il tient à lui, c'est un peu comme son fils de substitution. Oui, voilà. Et Annie Dupéret, elle imagine que cet enfant, elle pourrait le prendre sous son aile après, qui deviendrait aussi son fils de substitution. Et on le sent tirailler, le gamin, il est maudit. Il fait ça, il a envie d'en finir, quoi. Et c'est terrible parce que c'est un suicide de gamin, hein. Au cinéma, tu vois jamais ça, hein. Enfin, j'ai pas souvenir de ça. Et mais le problème, c'est intéressant. L'idée, il entre sous l'ombre de l'objet, comme ça, plan zénital, très bien géré. Et après, il y a un problème de champ contre champ, Brialy Dupéret dans l'histoire. C'est-à-dire que tu sens que une règle du 180 degrés bordélique du machin qui fait que
c'est pas très lisible en fait, Non, c'est vrai. et c'est ponctué par un cri, mais alors, j'allais dire lamentable. La pauvre Annie Dupéret, elle crie en gesticulant comme ça. Non mais c'est plus que du surjeu là. Je sais pas, on lui a fait un shot d'adrénaline avant la scène. C'est bon, je vois qu'elle joue là. Oui, elle joue le trauma qui lui rappelle son trauma, donc c'est double Oui. dose. Mais bon, Annie Dupéret, bon, on voit que la limite d'une actrice ici, peut-être, ou qui n'a pas été dirigée, on lui a dit, allez, alors là, tu cries de façon hystérique, traumatique, avec évidemment, malheureusement, aussi le trope hystérique des femmes de l'époque, quand même, hein, parce que, Ça, oui. voilà. Et on peut dire qu'Annie Dupéret, a posteriori, sur certaines déclarations de ces dernières années, n'est pas la plus féministe des actrices, malheureusement. Voilà, parce que on fait partie de ces gens qui, malheureusement, parfois ne vieillissent pas très bien. Et on va rien dire, parce que peut-être que nous aussi, on deviendra des vieux. Moi, je me méfie toujours. Hein. Non, mais c'est vrai que là, c'est un peu bon. Ça aurait dû être géré un peu autrement, hein, ce cri-là. Mais... au final. Moi, j'aurais été metteur en scène. Allez, on peut toujours se rêver. Hein. J'aurais fait jouer la torpeur silencieuse, au contraire. Bizarrement. Mais plutôt, effectivement. Parce que là, oui, on a ce truc-là dans ce surjeu de dire tu revis la mort de ton fils une seconde fois. Donc, Oui. la direction d'acteur doit dire, bah voilà, montre-nous à quel point une deuxième fois où tu revis cette mort, donc une souffrance qui est intolérable pour elle. Mais effectivement, je pense qu'une torpeur silencieuse, comme tu dis très bien, aurait été bien quelque chose de plus intériorisé, ce qui est le cas notamment quand on retrouve à l'enterrement par la suite, toute la séquence de l'enterrement, où là, pour le coup, il y a quelque chose de beaucoup plus intériorisé, et c'est à mon avis beaucoup plus intéressant, et ça aurait beaucoup plus de sens dans cette séquence-là. Parce qu'en plus, le cri a tendance aussi à bouffer en fait la violence de la séquence, parce que comme en tant que tel, le cri devient malheureusement assez ridicule, il bascule du mauvais côté du grotesque. Ce suicide d'enfant, qui est effectivement un truc quand même assez costaud à assumer, et qui est quand même assumé, bah, il disparaît complètement. En fait, ça prend tellement l'espace sonore que ça déborde même sur l'espace visuel, et on oublie en fait ce qui est en train de se passer. Comme tu le dis en plus, la séquence est assez peu lisible. On sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop comment ça se passe. Ce qui est très curieux, c'est que le film est parfois hyper élégant. En fait, il y a des plans qui sont vraiment très élégants. Tu l'as dit au tout début, la découverte de l'île est vraiment élégante. Et t'as des moments où, je sais pas, comme s'il y avait une deuxième personne derrière à ce moment-là, la mise en scène, et qui sait plus comment faire et comment gérer tel ou tel truc. C'est hyper étonnant. Bah, Francis Leroy, voilà, c'est un réalisateur qui a fait ce qu'il a fait dans sa carrière. Il plantait sûrement pas mal ses décors pour bien contempler certaines choses, alors d'autres genres de scènes, bien sûr, du coup. Ouais. Et là, sur un côté montage un peu saccadé, horrifique, etc. Et je pense que c'est peut-être une question de temps aussi. Et cette scène, ils ont peut-être essayé de la tourner plusieurs fois, ils ont eu des hésitations. On ne sait pas ce qui a pu se passer sur le tournage. Il faudrait limite demander à Annie Dupéret, parce que je crois que Francis Leroy n'est plus parmi nous. Je sais pas. Il me semble qu'il est décédé. Il me semble, oui. Voilà. Bon, Jean-Claude Brialy, évidemment, aussi depuis quelques années. Mais comment ça a été géré? Qui a eu la décision finale? Est-ce que on a laissé, ça donne l'impression qu'on a dit à Annie Dupéret, vas-y, joue la douleur, sans lui donner peut-être d'indication. Ça donne l'impression, là, d'une actrice qui n'a pas eu la possibilité, voilà. Ça a été un peu, vas-y, balance tout ce que t'as. Donc oui, elle donne tout ce qu'elle a, mais du coup, en voulant bien donner tout ce qu'elle a, trop gestuel, c'est pas naturel en fait. Voilà, à aucun moment naturellement tu réagirais comme ça. Et en plus, voilà, on parlait de peut-être la torpeur silencieuse absolue, genre après elle reste figée. On aurait pu faire jouer la scène comme ça. On laisse les deux figés pendant 30 secondes, une minute, avec une caméra qui se retire et qui peut-être les met les deux dans le même plan, tu vois, avec avec un mannequin cadavre en dessous. Sans vraiment montrer. D'autant plus que ça aurait été logique dans le sens où oui, le trauma de son fils mort, oui, mais pendant tout le film, elle ne cesse de le revivre, dans ses cauchemars. C'est pas forcément ici une redécouverte du trauma, tu vois ce que je veux dire. Donc, je sais pas. Mais la réaction pour le coup de Jean-Claude Brialy, elle est sobre. On voit la tristesse, et l'abattement, et sans sa culpabilité, on le sent là dans son regard. Après. Et bon, comme tu l'as dit, le cri prend tellement trop de place qu'on ne retient que ça. Et c'est dommage. Et après, il y a la scène. Alors, on peut en parler de la scène de fin, l'enterrement. C'est très bizarre parce que oui, on change complètement de genre. Et que se passe-t-il? Alors on est dans une idée, tu vois, on parlait de Fulci parce que finalement Fulci est peut-être une des influences. On aurait pu parler aussi du Village des damnés, mais avec un seul garçon, tout à fait. Bien sûr. Et cette fin très fantasme aussi, il manque que le croque-mort en finale, où le personnage de Jean-Claude Brialy est happé par sa culpabilité. Par l'enfant mort, soi-disant. Alors bon, peut-être que post-mortem, il a encore une forme de télékinésie et il va se faire happer par l'enfant
peut-être l'âme pendant Qui qu'elle le monte tire, au ouais. ciel ou Ouais. qu'elle descend aux enfers, elle entraîne. Là, on est dans le fantastique pur, hein, pour le coup. C'est même limite le seul moment ultra fantastique du film, en vrai. Mm. Parce que mon eugénisme, c'est scientifiquement explicable, si on veut. Bon, pourquoi pas. Manipulation, tout ça et tout. Mais là, alors que Tilky n'est pas content de cette scène non plus. Non, il est pas heureux non plus. Il est colère. Il est très colère. Mais bon, à mon avis, si tu lui montres... on est complètement dans une aparté, mais on aime bien les apartés. Si tu lui montres un jour Evil Dead Burn de Sébastien Vanitschek, alors là, il sera plus que colère. Je pense qu'il mordra l'écran, mais on ne dit pas pourquoi. Voilà, vous verrez ce film. C'est dur, à voir. c'est très très dur. Oui, on est d'accord. De genre de l'année, ça c'est certain. Mais voilà, cette idée qu'il est happé, comme tu me le disais en off, par une sorte de plateforme souterraine, là, c'est très bizarre, quoi. Je sais plus ce que ça me rappelle, un truc très Conte de la Crypte aussi, hein, mais avant l'heure, parce que les Contes de la Crypte, enfin, il y a eu des comics avant, mais après la série télé c'est postérieur. Ça fait un truc très bizarre, quoi. On ne sait plus si on est dans le comique, l'irréel de la situation. On ne sait même pas si c'est par exemple pas une construction mentale du personnage d'Annie Dupéré aussi. Cette idée que il y a un truc complètement surréaliste qui est hyper étonnant en fait. Moi, je trouve à la fois le plan ridicule et à la fois très beau en fait. Vraiment entre les deux, oui, je trouve ça. C'est il y a de la poésie, ouais. et de poésie macabre finalement où la culpabilité s'enfonce, quoi. Et en même temps, c'est un peu ridicule malheureusement en fait parce qu'effectivement, il y a ce côté très mécanique dans sa descente. Tu dis un Fulci, moi je trouve que oui, faire le lien avec Fulci est intéressant parce que d'autant plus que tu dis effectivement, ça pourrait être une projection mentale du personnage d'Annie Dupéré. Donc on est dans quelque chose. Fulci a souvent cette idée, cette ambiguïté-là. On sait pas vraiment où on est. Il y a une dialectique de cauchemar. Ça pourrait très bien effectivement être un cauchemar qui est en train de faire a posteriori de ce qui vient de se passer après le trauma. En fait, ce truc n'a peut-être jamais eu lieu. Et ça donne un truc très très bizarre à regarder. Je reviens juste sur un truc que tu as dit aussi sur la séquence de fin, donc avec l'enfant, avec le suicide de l'enfant. Il y a un truc quand même vachement intéressant que tu as dit qui aurait été intéressant justement, qui c'est pas le cas dans le film parce que c'est assez illisible. Mais en fait, tout le long, quand ils sont face à l'enfant, ils sont chacun d'un côté, et donc ils sont jamais effectivement réunis dans le même plan, parce qu'il y a cette idée effectivement ils se disputent l'enfant aussi, la paternité, je puis dire, enfin la paternité pour Jean-Claude Brialy et la maternité, on va dire, pour Annie Dupéré. Et donc tous les deux sont un parent de substitution, donc ils sont chacun isolés dans leur cadre à eux. Il aurait été effectivement vachement intéressant qu'on bascule sur un contre-champ ensuite, où ils sont tous les deux réunis, et que finalement ils sont égaux face à cet enfant-là, et que dans une certaine mesure, il s'accepte en tant que parent de substitution, mais malheureusement après la mort en fait. Et il y a un truc intéressant là-dessus sur ça. Et puis moi je trouve intéressant sur la question du fantôme potentiellement qu'on peut poser à la fin, c'est que cet enfant il aurait dû mourir et qu'en fait il est déjà un fantôme en fait. Et c'est ça que je trouve pour le coup qui en termes de sens fonctionne en fait, cette idée d'hanter les objets. Il y a un truc qui marche là-dessus. Cet enfant-là est un fantôme, c'est un monstre. Effectivement, on peut faire du lien avec Frankenstein parce que le personnage de Brialy, c'est aussi le docteur Frankenstein aussi avec sa créature, et sa créature va le dépasser alors qu'il essaie de la maîtriser, il ne parvient pas à y arriver. Donc il y a un truc très frankensteinien derrière ça. Et en même temps, on est dans le film de fantôme en fait. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là où d'ailleurs le manoir dans lequel est Jean-Claude Brialy, il y a un truc très très pour le coup très film de hantise au moment où on est dedans. Et même je dirais la séquence où il apparaît dans la supérette, l'enfant apparaît dans la supérette, il apparaît presque comme un fantôme aussi qui hante cette supérette. Et il y a un truc qui marche là-dessus en fait sur le truc où si on retire le côté, tu disais il y a une explication, c'est vrai, il y a un côté en fait dans la diégèse du film, ce qui est proposé autour de l'enfant, c'est plutôt un concept de SF en fait, presque de science-fiction. Mais il y a justement je dirais, il y a une dialectique de films fantastiques, de films de hantise, de films d'enfants possédés. Tu parlais tout à l'heure effectivement du Wolfrida, donc du village des damnés. Il y a un truc comme ça où on est entre les deux. Mais le Wolfrida, c'était ça. Il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre de la SF aussi, et puis de l'ordre du fantastique. On était vraiment à mi-chemin entre presque folk horror de cette campagne qu'on découvrait avec ses enfants, ce village qui était hanté par ses enfants, et puis avec quelque chose qui était du fond de la SF, d'ailleurs qui a beaucoup poussé Carpenter dans son remake aussi, avec le lien avec les extraterrestres et autres. Et il y a un truc en fait où on est vraiment à mi-chemin. Et moi j'aime, en fait, quand je vois le film, j'aime beaucoup plus que Francis Leroy fait du côté du fantastique, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus poétique, de beaucoup plus surréaliste qui me plaît. Quand il arrive dans ces questionnements un petit peu qui ont trait justement à l'enquête, un truc très terre à terre de la SF avec cette question du travail que le personnage de Jean-Claude Brialy fait sur le côté cérébral, etc. Moi, ça m'intéresse beaucoup moins en fait. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à m'ancrer dans la question de la télékinésie que de me dire. J'ai plus envie de me dire au sortir du film que l'enfant hante les objets et qu'il hante l'île. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant en termes de sens que le pseudo truc un peu terre à terre qu'on essaie de rajouter sur la dynamique un peu de SF. Mais ça, bon, ça c'est peut-être un peu personnel. J'ai plus envie de retenir ça que la partie SF. Et puis avant de rentrer dans les chapitrages, de toute façon on y est déjà. Hein. Oui, en fait, oui.
Et le titre du film prend tout son sens à la fin parce que le démon dans l'île, bon, c'est pas l'enfant, c'est le docteur Marshall pour moi. C'est pour ça qu'il s'enfonce dans l'île, le démon. Et en Totalement. plus, avant, t'as littéralement, alors c'est pas subtil, mais c'est intéressant, un plan sur le cercueil, mais filmé un peu à l'envers, et la croix est renversée, du coup. Oui, c'est vrai aussi. Il y a ce brouillard, voilà, c'est fou le chien, hein, le brouillard, enfin bon. Mais ils s'enfoncent dans l'île. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait, ils se sont dit, bon, comment on appelle notre film? Peut-être qu'ils, on va appeler ça le démon dans l'île, ah bah tiens, on va le faire s'enfoncer dans l'île. Mais ça, Ça, je trouve ça super. il y a l'île démon. Donc du coup, oui, pour le coup, dans l'île. Ça aurait pu être le démon de l'île, en fait. Il ne fait pas de l'île, il fait dans l'île, effectivement. C'est intériorité, Oui. donc c'est intéressant aussi. Non, mais c'est bizarre. Mais je sais pas si à la fin ils se sont dit tiens, ou alors c'est venu après coup. On dit, bah tiens, on va appeler le film le démon dans l'île. Voilà. Et ça, c'est super. Donc si, il y aurait plein d'anecdotes. Il faudrait qu'il y ait un making of. Mais je doute qu'il existe. Voilà. Déjà que ça fait très téléfilm télé. D'ailleurs, on l'a vu en version téléfilm rip-off de France 3 ou Arte, je sais plus. Avec le petit écusson. Avec le petit écusson à moins de 12 ans, c'est quand même, ça fait plaisir, ça. Il y a un petit côté nostalgique. Ah, mais il y a un côté hors du temps, oui, c'est bien de dire. Alors, ce café, ça vient? Ça vient, ça vient. On porte tout la même couleur. On dans un verre, on poussait un martini. Nous avons demandé à Michel Renoma de nous dire quelles sont les principales tendances de la mode masculine cette année. Bien, pour cette mode d'hiver, nous avons préparé des tweeds. Je vais balancer la première thématique parce que je sens en fait qu'on est en train de revenir dessus. Ce que je vais développer est dans la première thématique. La première que je te proposais, c'est charmante étrangeté et ou attachant nanar. Voilà, c'était un peu une. Et alors, on l'a déjà dit, mais je reviens juste là-dessus. Après, je te laisse parler là-dessus, mon cher Julien. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a un travail. C'est là où je dis charmante étrangeté. Il y a un truc que je trouve vraiment sur le traitement de l'île. Il y a un truc très intéressant en fait, vraiment de ce non-temps, ce non-lieu. On ne sait pas vraiment où situer ça. On ne sait pas vraiment quand situer ça. En plus, il y a un décalage effectivement entre la manière dont cette ruralité vit un petit peu vraiment loin de tout et vraiment séparée géographiquement de tout en tant que tel. Il y a un truc qui marche très bien là-dessus. Et le fait d'importer des objets à l'intérieur, en fait, et que ce soit des objets un peu modernes, notamment cette nouvelle cafetière, notamment ce nouveau four, qu'advient le mal, en fait, je trouve que c'est intéressant. Il y a, là, pour le coup, pareil, il y a une dialectique qui est très intéressante entre le côté insulaire, qui est éloigné un petit peu de la métropole. C'est intéressant parce qu'en lisant ça, en lisant un petit peu sur Francis Leroy, j'ai découvert que Francis Leroy était décédé sur l'île Maurice, donc c'est aussi, il a fini ses jours sur une île. Je sais pas, il est né à Paris, et donc il a migré vers une île par la suite, où il est décédé. C'est assez. Est-ce qu'il y avait un intérêt particulier de Francis Leroy pour le côté insulaire? C'est curieux. Il y a un truc en fait où il y a un vrai espace fantastique qui travaille, qui est à la fois très terre à terre parce qu'il la modifie pas. C'est tourné effectivement en lieu naturel, mais en même temps il arrive par ces moments où il y a du brouillard à rendre ça très factice. Et le factice, moi j'aime bien dans le cinéma fantastique parce que ça renforce ce fantastique. Il y a un truc très anglais là-dedans, dans les trucs qui étaient un peu tournés en studio, où on sentait la facilité et que c'était fait en studio, mais ça avait un charme très particulier de se dire là, ce qui est tourné en studio, c'est le lieu du fantastique. Ce qui est tourné en territoire naturel, là c'est le quotidien, et on va basculer, au moment où on bascule dans ce cimetière où on voit vraisemblablement que tout est en carton-pâte. Moi je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne dans ma manière de m'immerger dans le fantastique. Je sais pas, même je pense à ce cimetière dans un autre film qui parle d'enfants, La malédiction de Donner, par exemple, cette séquence où ils sont dans un cimetière, elle est très très factice, mais ça marche terriblement bien parce que tu dis, bah là c'est le fantastique, là je bascule, j'ai franchi la frontière, et ça me parle vachement. Et je trouve que le film fait bien ça, sauf qu'il reste continuellement pour le coup vraiment en territoire naturel, et donc je pense qu'il y a un vrai choix, une vraie envie de mettre aussi en valeur l'étrangeté
de ces lieux du quotidien, de ces îles un petit peu, encore une fois, mises un peu lointaines des villes, etc. Je trouve ça très intéressant. Voilà, après je te laisse continuer, mon cher Julien, sur Charmante étrangeté et ou Attachant nanar. La charmante étrangeté, alors on peut revenir encore sur la scène de fin, parce qu'on a cette charmante étrangeté, enfin charmante c'est peut-être pas le mot, mais cette étrangeté Oui. finale absolue qui se met en place. Alors même sur certaines scènes avec certains objets, il y a quand même une charmante étrangeté aussi. Et ces moments, mais on y reviendra plutôt dans la deuxième thématique, mais ces moments où ils sont tous plus ou moins hypnotisés, c'est bizarre, hein, sur ce qui se passe, et que on se demande qu'est-ce qui va créer la menace et le mal, parce que la scène du four est géniale là-dessus, on se demande quel objet. Voilà, mais on y reviendra après. Mais il y a aussi cette idée hors du temps et hors de l'espace bien sûr, si on est sur une île. Hors du temps, on se demande si c'est pas un endroit qui est bloqué, je sais pas encore, en période giscardienne ou Pompidou. T'as cette idée que on est encore dans une ambiance années 70. Une ambiance quasi chabrolienne même, hein, par moment. Alors, ça, c'est pas, on peut centrer ça sur une sorte de bourgeoisie insulaire aussi par moment, parce que on présente quand même au début, quand à l'arrivée, les notables, hein, littéralement, hein, le pharmacien, le maire, etc. Et Et on le médecins. voit, hein. Ouais. Ouais, on le sent, hein, que c'est vraiment eux, les chefs un peu du coin, qui vont vraiment accueillir la docteure de façon très solennelle, etc. C'est vrai que ça pourrait basculer sur du Chabrol à ce moment-là. Après, on décale un peu. Et cette idée, donc oui, on est ailleurs. Et Francis Leroy, peut-être, il veut faire un film qui aurait pu être fait dans les années 70, fin 60. C'est vrai qu'on a déjà parlé de Que la bête meurt ensemble, hein, où il y a cette scène au début avec un enfant et un cimetière enfant. Bon, on va pas revenir là-dessus, C'est mais vrai, oui. c'est intéressant aussi. Et cette idée que peut-être que le film danse trop sur plusieurs pieds, en fait, par moment. C'est-à-dire qu'à vouloir basculer à tout prix dans le surnaturello fantastique, on en oublie peut-être que le film aurait pu être encore plus fort. Bon, c'est compliqué, mais qu'il n'y ait pas d'explication sur ces objets qui font ça. Alors ça aurait été compliqué, parce qu'à un moment, bon, ça aurait frustré aussi le public, ça n'aurait pas été produit, parce qu'on le sait, les producteurs veulent quand même des réponses, etc. Ou alors trouver autre chose, trouver la façon Cronenberg, Vidéodrome évidemment, que ce soit peut-être ces émissions télé ou radio qui créent quelque chose, qui infusent, ça aurait été beaucoup plus passionnant. Ou alors façon Waze, vous connaissez ce film, Oui. d'Alain Chabat dans Réalité de Dupieux. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. J'en ai parlé en off à Quentin Dupieux du film, parce qu'on parle sur Instagram, ça devient un secret de polichinelle, ça. Et je lui ai demandé s'il connaissait Le Démon dans l'île, il m'a dit non, voilà. Mais non, parce que ça aurait pu être intéressant. Il va peut-être le voir un jour, du coup, mais j'en doute. Mais c'est vrai que c'est intéressant, quoi, cette malédiction-là. Et au final, bon, bah, on en revient, tu parlais tout à l'heure, Dr. Frankenstein, dans cette étrange fascination bizarre. Le problème, c'est que ça bascule presque trop dans le glauque ultime. C'est plus Mengele que Frankenstein, quoi, Oui, totalement, ouais. Oui. cette idée médicale, là, c'est pas, ça, voilà, ça rentre dans une forme de nanar, on va chercher dans les dossiers médicaux, dans les vieux ordinateurs Minitel de l'époque. Bon, là, ça fait très téléfilm, hein, quand même, à ce moment-là. Et c'est là où, voilà, on aimerait être plus dans l'étrangeté, dans les côtés insulaires, les villages. On aurait pu créer des personnages un peu plus ambigus. Il y en a qui ont il y a quand même des moments où, par exemple, il y a cette femme qui est blessée, qui après va avoir une frénésie de continuer à travailler. Il y a des trucs très intéressants quand même. Et t'as un peu l'impression qu'il y a des choses qui ont été abandonnées en cours de route. Il y a des scènes qui sont là, puis après, pouf, bon, on revient sur le truc principal. T'as un peu l'impression qu'il y a une double écriture et que par moments, ça balbutie un peu l'intention générale. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus, mais on veut trop basculer dans la révélation du twist de la télékinésie. Et finalement, c'était pas si nécessaire que ça, en fait, peut-être. Bah, en fait, t'as raison, parce que on en parlera, c'est la deuxième thématique que je voulais te proposer sur la question de la critique de la société de consommation. En fait, t'as vraiment cette impression-là que pendant la première partie, juste avant qu'on ait la révélation, tout semble centré autour de ça, parce que effectivement, pendant les séquences d'accidents, on va dire entre guillemets, la télé, comme je disais tout à l'heure, la télé, la radio, ce genre en fond avec de la pub qui tourne, et on sent que là, il y a vraiment une envie de parler de notre rapport aux outils et aux machines. Et notre rapport, notamment quand on est un petit peu isolé sur ces îles-là, en fait, le regard qu'on porte sur toutes les inventions qui un petit peu fleurissent dans les magasins, dans les grandes surfaces des villes, etc. Et qu'on regarde ça un petit peu de loin et qu'on a envie de les récupérer aussi et de les faire nôtres pour pouvoir, parce qu'on parlait d'un autre temps, effectivement, on a l'impression qu'effectivement cette île, elle est bloquée dans un temps et qu'elle est en train de se rêver, récupérer ces trucs qui se vendent à prix d'or et énormément dans les villes pour arriver
par exemple, pour basculer dans les années 80, comme si effectivement, je vais reprendre ta même temporalité que je trouve intéressante. On est dans les 70, à travers la télé et la radio, on entend finalement les années 80, ce qui se passe dans les années 80 on va dire, sur le continent, et on a cette envie de récupérer ça, et la seule fenêtre d'ouverture qu'on a là-dessus, c'est effectivement cette supérette. Et là, je trouve que c'est quand même vachement intéressant, parce qu'il y a cette question du rapport, encore une fois, qu'on a à la technique, à la technologie, etc., ce qui est en plus intéressant et assez pertinent de lier ça avec une sorte de réécriture du mythe de Frankenstein. Il y a un truc intéressant là-dedans. Et moi, j'aurais trouvé ça vraiment intéressant que l'intention vienne des objets, en fait, que l'être humain soit dépassé par ses créations. Ça, c'est vachement intéressant. Que finalement, ces objets-là, en fait, prennent véritablement vie, littéralement vie, et qui viennent se venger ou dépasser les propriétaires ou veulent prendre le pouvoir. Ça peut paraître un peu ridicule comme ça, mais je trouve qu'en termes de discours, ça aurait été intéressant. Une fois qu'on révèle l'enfant, ben en fait, toute cette question sur la société de consommation, sur nos rapports aux objets, ça disparaît en fait quasiment totalement du film. Et on passe sur un récit sur le deuil, qui est aussi intéressant, mais je pense que les deux auraient pu être... je dirais, le film s'achève sur la question du deuil, en fait. C'est-à-dire que la question des objets, finalement, c'est qu'une sorte de conséquence de la vengeance de l'enfant, et en fait, toute la question est plutôt une question de deuil. Je dis pas que les deux sont... on peut pas les faire tenir ensemble. Je pense que les deux, on peut totalement les faire tenir ensemble. Mais t'as l'impression... Alors, est-ce que, pour le coup, quand on disait que le scénario a été écrit à quatre mains, est-ce qu'il y avait Francis Leroy ou son comparse qui avait envie de parler de quelque chose, et on a presque l'impression qu'ils sont séparés en deux le truc, et dit bah voilà, on va parler de tes thématiques qui t'intéressent pendant les 40 premières minutes, et moi je vais parler de ce que j'ai envie de parler les 40 dernières minutes. Alors, c'est pas aussi coupé que ça, parce qu'en réalité, le deuil, il est là, tu l'as dit depuis le début, les flashbacks avec Annie Dupéret qui fuit sa vie, c'est déjà là depuis le début. Mais en tout cas, la partie sur le rapport aux objets, ça disparaît vraiment complètement de la deuxième partie. Encore une fois, le deuil, il est là au début quand même, et il se partage la part, je vais dire, avec les objets dans un premier temps, mais ça disparaît après. C'est un peu étrange, en fait, parce qu'on a l'impression, effectivement, le film a envie de courir plein de lièvres à la fois, mais il enlève pas grand chose, en fait, il enlève pas tant que ça, en fait, il enlève un ou deux à la fin, et on sent que le deuil l'intéresse finalement beaucoup plus. Encore une fois, j'ai l'impression que les objets sont plutôt un moyen, plutôt qu'une fin en soi, en termes de réflexion, et ce qui l'intéresse vraiment, c'est le deuil. Et c'est en ça que je trouve que le twist est un petit peu artificiel, parce que t'as l'impression aussi que de manière très artificielle, par exemple, il veut te diriger vers un truc, sur cet objet maudit, hanté, etc. Et au bout d'un moment, il casse le truc, et bon, bah finalement, on va partir complètement pour essayer de prendre le spectateur à revers. Et parce qu'en plus, effectivement, c'est une thématique, les enfants diaboliques, les enfants hantés, les enfants possédés. C'est un truc qui est très à la mode quand même à la fin des années 70-80. L'Exorciste, on en quelques années plus tôt, évidemment. Je veux pas citer les films dont on va se parler parce qu'en recommandation, mais c'est des films qui sont dans ce sens-là aussi. Mais Chromosome 3, il y a aussi cette idée-là quand même aussi. Sauf que le film, en fait, donne, à mon avis, effectivement, c'est là où le côté science-fiction me gêne un petit peu, c'est je trouve qu'effectivement le film laisse très peu de place au mystère, en fait. Il y a voire pas du tout, en fait, il y a pas de mystère du tout dans le film. Là où au début il est bien maintenu, mais comme c'est assez répétitif, au bout d'un moment, bah il y a effectivement il va falloir révéler quelque chose. Sauf que la révélation aurait pu être beaucoup plus évanescente là. Je trouve qu'elle est beaucoup trop concrète, et on donne c'est beaucoup trop surligné, expliqué, surexpliqué. Moi, je trouve que effectivement la partie enquête, t'en parles, moi je la trouve infernale, parce que c'est une enquête effectivement de Annie Dupéret, c'est Louis Labrocante qui est en train de fouiller dans des cartons, et c'est la même mise en scène à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'est terrible, parce que tu dis mais à quoi ça sert? Moi, ça m'intéresse pas de savoir d'où. C'est pas intéressant. Il m'aurait même balancé que le médecin, il garde un enfant chez lui qui aurait dû mourir, et il le garde parce qu'il y a des pouvoirs psychiques. Moi, ça me suffisait, pas besoin qu'on passe par 15 000 étapes, en fait, pour te raconter les trucs avec les radios de machin. On s'en fout, en fait, de voir Annie Dupéret fouiller des cartons. Moi, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Avec les analyses de sang, tiens, on va envoyer voilà. ça. On s'en fout, c'est pas intéressant. Et ça brûle, le mystère disparaît complètement. T'as ça, et puis en plus, oui, les petits inserts, alors on en parlait tout à l'heure, mais trop un moment d'enchaînement de scènes plus ou moins intéressantes sur les objets, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont intéressantes. Puis bon, le moment très nanardesque du film, c'est quand Francis Leroy se rappelle qu'il avait fait du porno, ou plutôt de l'érotisme, avec ce couple de jeunes qui prennent le bateau, en ayant acheté une bouteille de butane, comme chantait l'autre, là. Mais là, il suffit pas d'un jet de sarbacane, alors, mais sérieusement, bon, ils vont exploser, d'accord? Mais quand même, avant, il les met à poil. Évidemment, alors là, on a le male gaze absolu sur la femme. Hein. Voilà. Et puis l'autre qui se balade à poil en fond, vite fait. Alors, j'imagine que ce sont peut-être là deux actrices qui viennent, peut-être qui ont déjà tourné avec
voilà, de cinéma érotique avec Francis Leroy, mais on a le garçon est joué par Bruno, ça s'invente pas parce que les parents, ou c'est un pseudo, ou les parents, la famille Bruno, EAU, ont appelé leur fils Bruno O. Bon, à mon avis, c'est un pseudo, mais je dis ça, je dis rien, qui, et en plus, s'est occupé des décors dans le film. Dire qu'ils ont recyclé des gens, peut-être, qui n'étaient pas vraiment acteurs. C'est comme dans La Cité de la Peur. Ah, parce que moi, je suis pas vraiment acteur. La Cité de la Peur, qui, entre parenthèses, lui, sera un jour gokable. Oui, totalement. Pensez à Alain Chabat, Evil Dead, bon, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien, on fait des apartés comme ça. Mais bon, cette scène et en plus, ça dure les moments sur le bateau, là. Et ils jouent super mal, ces deux acteurs. On voit bien que c'est pas des acteurs, ou qui vendent leur corps à la base pour le cinéma, quoi, ou qui s'occupent d'autres choses. Et c'est marrant parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a même je crois que c'est l'abbé, qui est joué par l'abbé vraiment du village de Lille. Oui, c'est vrai. Ils ont pris des acteurs locaux pour jouer. Donc, ça, à la rigueur, c'est bien. Ça, c'est très pialesque, tiens, dans le style, mais c'est la seule référence qu'on peut faire à Piala. Piala, il aurait mis des gens sur un bateau, il l'a déjà fait dans son cinéma, à Nos Amours, par exemple, mais pas à poil, comme ça, gratuitement. Donc, j'ai un peu l'impression que cette gratuité à poil, à un moment, Francis Leroy, il dit, bon, bah, attendez, rappelez-vous, je suis, bon, il est né à Paris, donc il n'a pas l'accent du Sud. Rappelez-vous, je viens de là. On dirait à un moment, j'étais en train de me dire, arrivé juste avant ça, je dis, est-ce qu'on va avoir une scène érotique? Oui, moi c'est ce que je pensais oui aussi. Et non, du coup, parce que c'est hyper soft, c'est juste du nudisme à ce niveau-là. Mais pourquoi? Voilà. Et là, pour le coup, tu vois, ça dessert un peu le film. On rentre dans le nanar absolu, quand même. Bah oui, en plus, parce qu'en plus, c'est une séquence qui est un petit peu comme celle du four, fonctionne sur un montage alterné entre Annie Dupéret et sa secrétaire, je crois, du médical, qui court dans la supérette pour voir s'ils ont pris le butane, qui vont chez le maire en parallèle, etc. Et il y a la tension en parallèle. Alors, en plus, avec ce truc du maire qui les regarde, c'est des femmes, elles sont hystériques, parce qu'il y a quand même ce truc-là aussi, le regard sur les femmes, je trouve. Alors ça, c'est aussi un des problèmes du film aussi. C'est catastrophique. Globalement, le film est je trouve incroyablement misogyne. Les femmes ménagères aussi, on y voilà. revoit, hein. Sur la séquence du four, c'est quand même assez bon. C'est assez catastrophique. Alors après, encore une fois, il est dans une époque aussi. Bon, mais bon, je dirais ça n'excuse absolument pas le truc. Je trouve c'est assez cata là-dessus. Effectivement, soit on a des femmes meilleures. Il y a le personnage d'Annie Dupéret, c'est peut-être un petit peu différent parce que elle a ce statut quand même de médecin, donc on la pose quand même comme étant une femme forte, mais quand tu regardes un petit peu tout ce qu'il y a autour, en fait, les femmes dans le cadre, il en fait strictement rien, ou alors il est des sapes, ce qu'il fait sur le bateau. Et en plus, le mec, c'est rigolo, c'est que le mec, on le voit pas à poil, il est juste en fond, ça nous intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est filmer les seins de la jeune femme, et c'est tout. Le reste ne l'intéresse pas. Et ce qui est terrible, c'est qu'avant que ça fasse boum, elle dit, on voit un plan sur elle dit, ah, quel pied, parce qu'elle profite du soleil, boum. Bon, il y a une sorte d'allégorie, en plus, filet érotique, d'explosion, de jouissance qui finit mal. Hein. C'est pas la petite mort là, c'est la vraie grosse mort. Non mais bon, je pense qu'il s'est amusé. C'est-à-dire qu'à certains moments, Francis Leroy, mais de toute façon, on reviendra sur la séquence du four après. Mais il y a des moments, je pense qu'ils assument l'idée d'un décalage. Oui. Il y a quand même, si on regarde de près, il y a certains moments où on sent qu'ils veulent un décalage, quoi. Mais c'est pour ça que c'est presque dommage. Ça peut marcher, mais dans l'ambiance un peu étrangeté globale et la révélation d'après, ça fait bizarre. Surtout avec la fin un peu poétique macabre, là. Ouais, bon. En fait, c'est la gestion du mélange des genres et des tons qui ne fonctionne pas dans le film. Là, il aurait fallu. Il y a d'autres réalisateurs, scénaristes et tout qui ont mieux géré, on va dire, cette idée. C'est vrai que c'est le gros problème. Alors justement, je vais t'orienter sur la deuxième thématique parce qu'en fait, les thématiques ne servent à rien puisqu'en fait, on est parti complètement dessus en fait avant, donc c'est bien, mais je la recite quand même. Voilà, totalement. Mais en plus, on tease énormément la séquence, donc on va me dire assez vite la séquence, mais je pense que c'est juste la petite chose à rajouter là-dessus sur le fantastique au service d'une critique de la société de consommation. Est-ce que il y avait En fait, dès le début, mais c'est dès le début, le rasoir jetable et tout. On en a parlé déjà, hein, radio et télé en fond. C'est-à-dire qu'il y a la musique de pub en fond, le fameux Hollywood Chewing Gum en mode funk. On se croirait presque dans un film de Jean-Yann avec une parodie de pub, parce que Jean-Yann, il aimait beaucoup. Jean-Yann aussi, son cinéma est gokable, on le dit. Totalement. En train de teaser 5 ans d'émission peut-être. Tu sais. Mais la pub, en plus cette pub, j'ai dû l'entendre plus jeune parce qu'elle a dû dépasser les années 80. Il me rappelle des choses. Il n'y a rien de plus capitalisto de consommation que le chewing-gum Hollywood.
etc. quoi. Et c'est vrai que les gens hypnotisés, il y a quand même un moment, il y a une scène qui est très passionnante, hein. Je sais pas, c'est vers le début aussi, où on les voit tous hypnotisés avec le goutte à goutte du café. Ah oui, bah c'est ça. Et puis elle se fait agresser par la cafetière après, pour le coup, qui lui éclate Évidemment, en plein c'est la visage. dame. Ouais, ça. Les Ouais. hommes sont devant la télé, et avec des enfants quand même, parce qu'il faut bien éduquer les enfants par la télé, forcément, à l'époque. Ouais. Et oui, on y est passé, hein, nous aussi, hein, on va rien dire. Mais le goutte à goutte de la ménagère, voilà, qui va être ébouillantée, évidemment. Mais il y a la double hypnotisation, c'est double hypnose, en fait, pardon, de la télé d'un côté et de la cafetière au goutte à goutte. Et ça, voilà, il y a des idées, avec des yeux qui observent. Voilà. Ouais. C'est là où il y a un moment, il y a des yeux qui observent dans la supérette, il me semble qu'on a Aussi, déjà oui, ça. les yeux de l'enfant qu'on voit aussi à plusieurs reprises. Mais ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est cette dame qui est blessée qui, plus tard, va après se remettre au travail, avoir un malaise bizarre. Soumise au capitalisme, à la société de consommation, elle ne peut pas s'arrêter de bosser, même après coup. Et Ouais. c'est là où on dit, c'est intéressant, ça. Mais quand tu vois la révélation et la dernière partie du film, rien n'affiche après. Hein. Le film, on n'a plus rien affiche. C'est presque triste, hein, quand tu y penses. Et même dans le côté un peu bordel, alors je sors du côté de la société de consommation, mais tu sens qu'il y a des emprunts à plein de trucs. Moi, je pense à ça parce que tu parlais des yeux dans le noir de la truc. Il y a un truc très giallo en fait à ce moment-là. Il y a des trucs comme ça qui pourraient être sortis d'un Argento avec ses yeux qui regardent, etc. Comme les gros plans sur les frissons de l'angoisse. Il y a le moment où le personnage d'Annie Perret rentre chez le personnage de Jean-Claude Brialy. Et lui elle est en train de fouiller chez lui, me semble-t-il, et lui arrive derrière, et donc il a des gants en cuir, il a une lame blanche, et on va passer pas mal de temps à travailler sa silhouette et les gants en cuir et le distinguo avec la lame en métal qui brille entre ses doigts. Et il y a un truc intéressant où je pense que ce mec, en fait, il y a cette impression-là que c'est peut-être dans sa tête, en tout cas Francis Leroy, c'est peut-être le seul film fantastique qu'il fera dans sa vie, et il a envie de tout y mettre. Et moi j'ai cette impression aussi de gros fourre-tout où il dit voilà, c'est peut-être la seule fois où je le ferai, et ben je vais y aller à fond. Et donc il y va à fond, il mélange tout, il fait appel à plein de genres, il fait appel à plein de références, il raconte plein de trucs, il ramène plein d'éléments mythologiques, il fait un peu de SF, un peu de fantastique, il fait une critique sociale. C'est pour ça même, je me suis même posé la question aussi en voyant par rapport à ce que je parlais tout à l'heure sur la misogynie, je me suis posé la question si dans ce rapport qu'il entretient, qu'il pose avec ces hommes autour de la télé, et cette femme qui est en train d'être toujours à la cuisine, mais exactement comme ce sera le cas du mec qui répare la télé parce qu'elle marche pas, et la femme est en train de faire la cuisine. Je me suis posé la question parce que, en fait, le plan sur le bateau m'a fait plutôt pencher d'un côté. Je me suis dit, est-ce que, en regardant ça, il regarde aussi de façon critique aussi? Est-ce qu'il montre justement ces mecs qui sont aliénés par la télévision et est-ce qu'il critique cette bipolarisation entre les mecs devant la télé et la femme qui est en train de faire la cuisine? Je me suis posé la question au début. Est-ce que c'est un gars qui se veut critique? En fait, quand tu vois, ou en tout cas qui pose des questions, critique c'est peut-être déjà un peu trop, mais il se pose des questions. Et en même temps, quand tu vois le plan sur le bateau, moi je me suis dit bon, c'est fini. Effectivement, non, le regard n'est pas critique. Donc, voilà, vu comme il filme cette femme-là, c'est mort. Mais il y a un truc quand tu le regardes qui est assez étonnant et qui témoigne quand même d'une époque. C'est-à-dire que même si le regard n'est pas critique, bah, il pose sa caméra dans un foyer et puis il te montre comment ça fonctionne à cette époque-là. Donc toi, en tant que spectateur, tu as quand même une captation de ce quotidien patriarcal qui est quand même intéressant. En tous les cas, à regarder comme ça. Et voilà, pour revenir sur la société de consommation, je rebondis juste là-dessus. Ouais, moi, en fait, je trouve que, comme je le disais tout à l'heure, il l'abandonne malheureusement très vite. En fait, c'est dommage parce que je trouve que c'était moi ce qui me fascinait beaucoup dans le film. C'était en fait quand mon père m'en a parlé à l'époque, moi je trouvais le pitch de dire il y a des objets du quotidien qui m'attaquent, hyper intéressant graphiquement, hyper intéressant en termes de dynamique, hyper intéressant en termes de fantastique en tant que tel tout seul, et puis hyper intéressant de ce que ça peut me dire de mon rapport encore une fois à l'objet et à la technique. Ça, je trouve ça super intéressant. Sauf que quand il prend le parti de partir vers l'enfant et donc de plus traiter la thématique du deuil et de la mère de substitution et du père de substitution, bah on oublie complètement encore une fois ce truc-là, alors que mine de rien, ça prend énormément de place dans sa mise en scène en fait, dans toutes les séquences de meurtre. On va revenir sur de meurtre, d'agression, on va y revenir. Ça prend quand même beaucoup de place. Et je trouve que le fait que ça prenne beaucoup de place, que ce soit vraiment un des arguments fondamentaux, une des intentions fondamentales lors des séquences d'agression, dans le concept même fantastique qu'il choisit de mettre en place, bah que c'est d'autant plus frustrant à la fin. C'est pas juste un truc en filigrane, c'est quand même, je veux dire, encore une fois, la publicité, elle occupe tout l'espace sonore, quoi. Donc c'est quand même important. C'est le centre névralgique de la maison, du foyer. C'est le centre névralgique, c'est ce vers quoi tous les regards des personnages vont converger. Donc je trouve que c'est moi ça me choque énormément cette disparition soudaine du truc. Bah, c'est dommage, d'autant plus que c'est là où il y a la meilleure mise en scène. Mais on en parlera dans la scène du jour.
Après, mais pour préluder la scène du four qui va arriver, Oui, il y je t'en a prie. ce jeu de la diversion. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a la petite fille qui va se prendre la batterie de l'ours la baguette de l'ours en peluche qui fait de la batterie. C'est pas le singe, hein, c'est pas de Monkey. Là. C'est pas le lapin Duracell. Ça aurait été encore plus gros, c'était un lapin Duracell géant. Voilà. Je sais pas si ça existait des pubs de lapin Duracell en 83, probablement, enfin à vérifier, mais ça aurait été encore plus drôle. Mais il y a cette idée de diversion parce qu'on croit que c'est la cocotte minute de la ménagère en bas, évidemment, ménagère de moins de 50 ans devant la télé. C'était très TF1 à l'époque. On pense que c'est là que ça va exploser, mais non. Donc il y a des moments de diversion aussi qui sont intéressants. Donc dans la mise en scène, c'est plutôt bien géré, avec le côté en fond de la télé et de la radio. Mais à un moment, il y a aussi cette idée de redondance. Jusqu'à cette scène du four, où on va s'amuser. Bah, Je pense que celle-là, ça serait limite... Je ne sais pas si elle est disponible sur YouTube, ça serait limite amusant de mettre ça disponible, parce que je pense pas que ça serait striké, hein, avec un compte secondaire sur YouTube pour que vous puissiez la voir. Non, mais tu sais ce que je vais faire? Je vais essayer de la mettre je vais la mettre pendant qu'on fait visuellement. On verra ce que ça donne. Si je suis striké une fois, je le referai après, je la remettrai. Mais je vais essayer de la mettre pour ceux qui sont sur YouTube. Parce que la séquence, effectivement, est très amusante et il y a quelque chose d'assez ludique. Moi, tiens, en la voyant, c'est curieux. On va en reparler. Tu vas pouvoir justement peut-être en donner quelques détails. Je vais te laisser en parler. Mais moi, j'y ai vu presque un truc qui est très, pour le coup, dans ton travail de la diversion, très destination finale dans la construction. En fait. C'est vrai. C'est assez rigolo. Parce que notamment encore plus celle-ci, je trouve vraiment celle-là. Où j'ai pensé à pas mal de séquences qui font diversion, je pense, parce que la diversion était pas trop le truc qu'il y avait dans les premiers destinations finales. On était beaucoup plus sur une réaction en chaîne et on jouait pas forcément toujours sur la diversion. Mais quand on arrive autour du 5, notamment, je pense au 5, parce que je pense tout à la séquence du perso qui est en train de faire de la gym, de la jeune femme qui fait de la gym, et il y a ce clou sur la barre asymétrique, elle va finir par... Et il y a finalement ce par quoi ça va devenir, c'est pas un truc complètement anodin, qui est le talc qu'elle se met sur les mains, qui va être envoyé par le ventilo, qui va l'aveugler, et elle va se vautrer la gueule et se briser les os à côté. Et il y a plein de trucs qui fonctionnent sur la diversion. Et je trouve que cette séquence-là est intéressante pour ça. Parce que pour le coup, je pense que c'est dans toutes celles qu'on a dans le film, c'est celle qui est la plus travaillée et la plus poussée. Mais je vais peut-être te laisser en parler, mon cher Julien d'abord, et puis après je rebondirai. Mais elle est drôle aussi cette scène. Mais alors, déjà, on se demande moi je me pose la question, comment elle a été tournée dans l'écriture. Parce que t'as le monsieur qui est devant la télé, elle fonctionne pas, il essaye de la réparer. T'as l'impression quand même que le monsieur et la dame se vouvoient à un moment, mais c'est le père et la mère de l'enfant qui est avec eux. Alors, est-ce que c'est un jeu? Voilà. Genre madame, monsieur, tu vois, mais c'est très bizarre, hein. Ton père, ta mère. On a l'impression en fait que c'est l'ex-mari qui revient juste réparer la télé. Alors il est là, la télé marche pas. C'est dommage, il y a un match. Bon, on est vraiment dans le truc mascu absolu. Et pendant ce temps, nous on va faire la cuisine. Tu viens ma chérie, la petite fille, la fille qui va avoir quoi, 10, 11 ans, 12 ans, je sais pas. Ah, tu viens aider à la cuisine, hein, c'est ton destin de femme. Hein, voilà, c'est ça, oui. Assez affreux quand il pense. Et alors là, après, ça part à un délire. Bon, le mari s'échigne, enfin, il s'acharne sur la télé, et avec un couteau dans les circuits électriques, sans avoir débranché avant. Mais jamais tu fais ça. Jamais tu fais ça. Alors déjà, il est complètement inconscient, mais c'est que le début. Après, t'as la mère qui tend. Il y a la fille, elle va rentrer dans le placard tranquillement, elle sort un gros couteau. On sent qu'en mode slasher, ça me rappelle l'effet papillon. Je sais pas si vous avez vu le premier effet papillon avec le gamin qui voilà. Qui est très bien. Ah non, c'est pas le bon couteau. Ah, si tu veux couper les carottes, on va pas prendre un couteau de slasher quand même. Déjà, il n'y a rien qui va. Bon, elle épluche les carottes, scène de cascade hein, pour la jeune actrice quand même, parce qu'il faut pas se couper. Et après, c'est le délire. Tiens, on va couper les oignons. Ah non, les oignons, on va le mettre dans le mixeur. Jamais tu fais ça. Et alors, le mixeur, il marche mal. Moi, j'aime beaucoup. Elle commence à mettre, mais il y a un truc qui est bloqué. La petite fille, elle met le doigt dans le mixeur. Il y a la mère qui dit, mais si t'appuies pas sur le bouton, et elle appuie sur le bouton avant que sa fille enlève le doigt. Il n'y a rien qui va. C'est une famille de dégénérés, quoi. Entre le père qui fait des travaux sur la télé sans couper l'électricité avec un couteau conducteur et la mère qui met le bouton du mixeur avant que sa fille ait enlevé le doigt, c'est chaud quand même. Non, mais bon, après, t'as le truc autour, t'as le couteau électrique, t'as l'ouvre-boîte électrique. On se demande d'où va venir la menace. Et finalement, c'est le four. Et là, j'ai pensé, évidemment, c'est pour ça que je disais en off que je ferais une imitation, c'est pas un four micro-ondes. Quoique, j'ai l'impression qu'il fonctionne comme un four micro-ondes. Et moi, j'ai pensé à Gremlins 2. Hein. Micro-ondes.
Mais Tu le fais très bien. Piccolo. Oh, non, les Gremlins 2, évidemment, c'est un film de chevet, ça c'est exceptionnel. Hein. Là, Et pour celui le qui coup, dit micro-ondes ça- est certainement le Gremlin. Je trouve qu'il a la gueule la plus extraordinaire de tous les Gremlins. Moi, j'adore la gueule de ce Gremlins là. Qui a une moue boudeuse, qui est très très bizarre. Il a la bouche qui tombe. Il est incroyable ce Gremlins là. Voilà. Joe Dante, hein, évidemment. Alors, lui, pour la société de consommation et tout, Ah bah, il a envoyé du bois. Et avec des objets parfois électroniques comme les jouets dans Small Soldiers. D'ailleurs. Et d'ailleurs, passage, c'est tout le discours de Monsieur Futterman dans le premier Gremlins qui explique justement que les Gremlins, on les fout partout, on les met dans les appareils électriques, on les mettait dans les avions pendant la guerre, et maintenant ils nous mettent des Gremlins partout, dans les instruments ménagers que vous achetez, etc. Et effectivement, il y a ce truc-là qui est, à mon avis, mais c'est pas à mon avis, il est incroyablement mieux géré dans Gremlins, parce que pour le coup, la première chose qu'ils font, c'est aller dans la cuisine aussi, où il y a la ménagère, qui est la maman de la famille aussi, et ils vont utiliser un par un, et tous les objets vont devenir des instruments de mort aussi. Avec des inserts. Avec des inserts Bons totalement. inserts gros plan. Là, t'as peur. D'ailleurs, tu grinces, tu te dis, qu'est-ce qui va valser là? Voilà. T'as peur pour la petite fille quand même. Enfin, pour la Tout fille, à fait. tu te dis, celle qui va trinquer. Eh ben non, c'est la mère. Voilà. Et ça me rappelle, voilà, la fameuse publicité avec Dominique Lavanant, la Décapfour. Bah là, oui, là, c'est plus que Décapfour. Là. T'aurais pu mettre Dominique Lavanant dans ce rôle. D'ailleurs, l'actrice a un petit côté guindé C'est à la vrai. Dominique Lavanant. Ça aurait pu. Mais bon, c'est une pub des années 90, Décapfour. Hein. Et là, oui, alors là, c'est plutôt décap main. Mais c'est violent, quand même. C'est brutal. T'as mal pour la dame. Mais ce Ah, la qui est séquence très est violente. étrange, parce que c'est pas tout. C'est très étrange, c'est la réaction du mari. Elle crie et tout. Il arrive en mode pépère. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Il a l'air de s'en fiche. C'est grave, hein. Et limite, il rentre dans la cuisine en voyant ça, pendant quand même 2-3 secondes, il est là en mode, attends. Voilà, non mais, pendant 2-3 secondes, il est là, quoi. Et comment elle fait pour ne pas pouvoir enlever? Bon, ça paraît bizarre parce que bon, c'est le four qui happe la main, mais c'est très bizarrement mis en scène quand même. Oui. Il va avoir l'idée de débrancher quand même la prise. Alors, il cherche la prise dans tous les sens, qui est derrière un truc. Tu sens qu'il peut la débrancher comme ça, mais non, il va quand même tout retirer pendant 10 secondes, sinon c'est pas drôle. Il débranche, il veut couper le disjoncteur derrière. Et puis, alors, le truc le plus fascinant, c'est elle tombe agonisante, madame, et tu sens qu'il y a un technicien de réalisation qui balance une fausse main comme ça, que tu verras, le mouvement est pas naturel. C'est vrai. Donc, c'est une scène qui est à la fois bien mise en scène dans le découpage, il y a un décalage très étrange quand même, d'un je m'en foutisme global, et là on se pose la question, et à la fois il y a l'art de vouloir faire du cinéma, par montage et tout, et cette idée de où c'est rushé, où ils s'en fichaient complètement, c'est très bizarre comme scène. Finalement, elle résume bien le film. Oui, je L'intention. trouve que c'est vrai. Elle est littéralement à la fois, quand je disais tout à l'heure sur la première où je t'avais dit charmante étrangeté ou attache-toi en nanar, en fait cette séquence elle relie les deux, c'est vraiment une séquence pure nanar à des moments où tu lis très bien sur la main qui tombe, mais même si effectivement tu souffres pour elle, en fait tu comprends pas comment ça marche. En fait, moi j'ai du mal à m'impliquer émotionnellement parce que je comprends pas comment ça marche, je comprends pas quand même elle peut ne pas retirer la main, enfin bref, c'est hyper bizarre évidemment. Avec l'enfant, tu te dis que peut-être il a ensorcelé le truc, enfin, par télékinésie, il force la porte à rester fermée. Mais même ça, tu comprends pas vraiment comment ça marche non plus. Donc, mais là, c'est très bizarre. Donc, j'ai du mal à m'impliquer émotionnellement totalement dedans, notamment au moment où elle se bloquait dans le four, qui est le moment le climax de la séquence, qui est censé être le plus violent et le plus cruel. Par contre, je suis beaucoup plus impliqué dans tout ce qui précède, effectivement, sur toutes les fausses pistes, parce que je trouve que tout ce qui fait autour, effectivement, de la gamine, principalement, où elle va prendre objet par objet. En plus, t'as quand même vu une gamine avant se prendre effectivement la baguette du nounours dans l'œil. Donc tu dis, ah oui, même les enfants ne sont pas épargnés. Donc il te pose cette idée que dans cette maison-là, personne ne peut être épargné. Tout le monde peut prendre, le père comme la mère, comme la petite fille. Donc effectivement là, parce que si on t'avait pas montré une petite fille offrir, t'aurais pu te dire, bon bah il va épargner la gamine, et là non, la gamine peut prendre, et donc on prend beaucoup de temps à te montrer qu'elle peut se manger effectivement les doigts dans la découpeuse là pour les carottes, le truc, on voit effectivement, tu dis, le grand couteau, tout est fait en dépit des personnages. Alors je pense aussi qu'il y a ce truc là, je pense qu'il y a quand même un regard social à ce niveau-là du point de vue de Leroy, qui est de montrer quand même souvent que les victimes sont complètement cons en fait, c'est-à-dire que t'as l'impression que ces êtres humains, ils ont tellement tout délégué à la technique, qui deviennent complètement cons et qui se servent plus de leur cerveau. Je veux dire, comme c'est pour la séquence avec le père, avec le couteau électrique avant, là, qui se coupe les doigts avec le couteau électrique, c'est complètement con, c'est ridicule. La manière dont ça arrive, en plus, il a 2 doigts coupés, la femme, elle arrive pour lui éponger ça avec la nappe, ils ont l'air tous complètement cons et complètement empotés, en fait.
Parce que moi, j'ai vraiment pris ça comme ça, où, encore une fois, tu délègues tellement à la technique des gestes du quotidien que, ça te t'anesthésie ou ça te fait que ton cerveau se retrouve complètement rétracté et qui fait qu'il y a plein de choses que tu sais plus faire, en fait. Et donc, ils sont tous complètement empotés tout le temps et ils font n'importe quoi. Mais ça sert vachement cette séquence-là où, effectivement, tous les points, on joue sur plein de points d'intérêt ou sur plein de points où toi, tu vas faire le focus sur ton spectacle, tu dis que c'est de là que va devenir la mode, mais il s'amuse effectivement à continuellement détourner ton attention, changer de point de mire, etc. Et la séquence est intéressante. Effectivement, le problème, c'est un petit peu comme beaucoup de séquences du film, c'est que le dernier plan tombe toujours à plat, qui est censé encore une fois être le plan le plus important, le plus cruel, le plus dur, le plus violent, mais à chaque fois, ce plan soi-disant violent. Alors, encore une fois, je sais pas ce qui est du domaine de l'intention. À quel moment, en fait, Francis Leroy se dit bon, c'est sérieux, mais on peut quand même déconner, c'est un peu rigolo quand même, et donc je vais te faire un plan un peu ridicule à la fin, et je suis conscient un petit peu de ce que je fais quand même. Je sais pas du tout dans quelle mesure ça, mais moi j'ai parfois l'impression que quand même, étant donné les efforts qu'il fait, à quand même bien découper cette séquence, à mettre de la tension, à créer du suspense, à faire que le spectateur ne sait jamais de là où ça va venir, je pense qu'il y a quand même un sérieux et que donc le plan final est souvent dû à un problème de maquillage, de props, etc. qui sont un peu mal foutus. Et j'ai aussi cette impression-là que quand arrive le fantastique, il sait plus vraiment quoi en faire. Moi, je pense qu'il y a aussi ce truc-là où tout ce qui précède le fantastique, la montée en tension, il la gère plutôt bien parce qu'on reste dans quelque chose de quand même très réaliste, très terre à terre. Mais quand l'explosion arrive, il la gère plus vraiment très bien ou il sait pas quoi en faire, tu vois. Et petite parenthèse, je trouve que c'est assez intéressant aussi cette manière de gérer l'horreur et la tension, qui est quelque chose qui est finalement pas si éloigné du cinéma porno et du cinéma érotique aussi. Dans cette manière en fait de susciter la montée en tension qui sera sexuelle dans un cadre et horrifique de l'autre. Ah oui. Et d'arriver à ce climax qui est cette jouissance que tu trouves dans le cinéma érotique et porno. C'est souvent ridicule. Et ridicule souvent, voilà. Et tu vois, ça me renvoie au cri d'Annie Dupéret tout à l'heure. Ça fait vraiment gestion de jouissance ridicule. Alors, c'est un cri traumatique, Oui. mais dans l'intention, on a l'impression qu'il voulait gérer ça, comme le boom sur le bateau. Après Voilà, que la totalement. dame un peu dénudée, beaucoup dénudée même du coup, se dit ah quel pied. Il y a un peu l'impression. Bon, c'est comme ça qu'il gère. Alors, peut-être qu'il voulait il faisait cette carrière avec un décalage aussi. Peut-être qu'il voulait critiquer une certaine société de consommation autre, parce que l'érotisme, surtout l'érotisme, mais à l'époque, était quand même très consommé. Après, avec la VHS aussi qui venait, c'était le porno qui était consommé avant que Canal+ fasse ses émissions. Je sais pas du coup quand ça date, les premiers pornos sur Canal+, mais probablement les années 80 aussi. Mais bon, dans cette idée-là, il y a peut-être une idée de consommation, et donc il faut finir par un climax Voilà, je pense. jouissant de ce qu'on a pu. Mais là, même dans l'horreur, bon, c'est vrai que le côté du bras on sent qu'il y a vraiment un technicien. On voyait la scène, qui balance un peu le propre vite fait. On voit que c'est pas bien cadré, pas bien aligné avec le truc. Mais après, c'est peut-être aussi une question de budget, de timing, parce que voilà. Oui. Il fallait qu'ils finissent la scène. Ils ont peut-être fait plusieurs prises. Ils ont pris celle qui était la moins ridicule. Ils ont dit bon, c'est pas grave. L'important, c'est ce qu'il y a avant, pas la finalité. C'est vrai en soi. Mais et quand même, c'est une famille de vrais dégénérés quand même. Il faut l'avouer là. Ah oui, ils sont complètement cons. Mais ils ont un petit côté bourgeois. Ils ont ce côté un peu petite bourgeoisie quand même aussi. Donc je pense qu'il y a aussi ce regard porté sur la petite bourgeoisie qui est dans cette sorte de satisfaction d'avoir tous ces objets modernes, parce qu'il y a la télévision, il y a ce four dernier cri. Donc je sais plus ce qu'il le dit d'ailleurs. Il dit ce qu'il y a dans le four, avec quoi c'est fait. C'est un four à je sais plus quel type de combustion. Ils ont pas mal d'appareils électriques. Ne prends pas le couteau, prends l'appareil, la machine qui sera beaucoup plus facile et qui est électrique aussi. Et il y a un truc comme ça aussi. L'oignon dans le mixeur, parce que tu prends même plus le temps de le découper tranquillement au couteau. Alors que c'est plus simple en fait. En plus, oui. En plus, tu peux bien égaliser quand tu coupes ton oignon toi-même, tu peux, voilà. Alors que le mixeur, il va te faire une purée d'oignon. Remarque peut-être qu'elle voulait faire un truc avec une purée d'oignon. Après tout, ça avait l'air sympa son plat. Ça a l'air très vegan, d'ailleurs. Ça devient un podcast culinaire et ça, c'est beau. Mais c'était très vegan jusqu'au moment où, malheureusement, il y aura le bras cuit à point de la dame en plat principal. Non, mais ça donne l'impression, oui, là, c'est très cuit. C'est à point. Mais c'est vrai qu'un four comme ça, même un thermostat à fond, en même pas 2 minutes, il peut te cuire autant le bras. C'est pour ça que j'ai pensé au micro-ondes. J'ai un peu l'impression qu'il y a un système micro-ondes dans ce four. Mais ils le disent, il me semble que son mari lui en parle.
il lui dit du fond du truc, c'est le four dernier cri. Et il utilise un mot, je sais plus ce que c'est, avec une sorte de mot quasi SF, avec des tubes à machin, à combustion, machin. Je sais plus ce qu'il y a, mais il y a un truc comme quoi c'est quand même un four dernier cri. Donc il y a quand même cette idée vraiment des petits bourgeois sur cette île-là qui se gargarisent d'être à la pointe de la technologie alors qu'ils n'y ont pas accès parce que c'est plutôt effectivement trouvé sur le continent. Et encore une fois, grâce à cette supérette, on leur donne une fenêtre d'ouverture sur ces trucs-là et de pouvoir se moderniser. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, hein, vraiment sur l'idée c'est un film très années 70, qui parle presque d'avènements des années 80, mais d'un point de vue qui est un petit peu dans un truc qui est un petit peu marginal, qui est cette île où finalement on n'a pas vraiment accès à tout ça, ou en tous les cas on essaie autant que faire se peut et c'est pas anodin effectivement que l'enfant, si je puis dire, ensorcelle, possède ou télékinèse, si on peut dire comme ça, des objets de la supérette, puisque c'est finalement ce vers quoi tous les regards se tournent. Et donc voilà, c'est la meilleure manière de faire d'utiliser sa vengeance, d'utiliser un cheval de Troie à travers ces objets techniques, quoi. Ouais, puis bon, après, on en a pas parlé, mais il y a aussi cette idée, ce sound design étrange, notamment du vent. Il y a tout le temps le vent. Oui, c'est vrai. Très bizarre. Ça essaye c'est comme, à un moment, il y a cette scène-là, on en a pas parlé, mais elle est un peu à part. La scène Claude François, comme je l'appelle, où Annie Dupéré dans sa baignoire et t'as la télékinésie qui essaye de faire tomber la lampe avec du la lampe, vent. oui. Voilà. Mais Claude François, en 83, alors attends, parce que il est mort quand, Claude François? Il est pas mort en 83, il est mort après. Le film serait visionnaire. Mais c'est terrible, ça. Non, il est mort en 78 ou non. Donc c'est plutôt pas. Bizarrement, j'avais l'impression qu'il avait passé les années 80, Claude François, parce qu'il était presque avant-gardiste avec Alexandra. Oh non. Oui. Non, Magnolia Forever, qui était très années 80 dans un sens. Oui, c'est vrai. On dit n'importe quoi. Et peut-être qu'il y a une référence à Claude François, en mode faites attention à tout. Voilà, mais c'est vrai, les accidents domestiques, malheureusement, c'est très fréquent. Mais on n'en parle pas suffisamment. Peut-être que c'était ça, en fait. C'est une prévention contre les accidents domestiques, ce film. Et en même temps, je trouve que c'est ce qui le rend pour le coup, c'est une des forces du film, en fait, je trouve que c'est un des trucs vraiment qu'on peut quand même lui donner, c'est qu'il a cette capacité quand même à travailler une horreur du quotidien, très quotidienne, qui est vraiment ancrée, et on peut se projeter, en fait, ça fonctionne bien. En fait, le problème, c'est toujours la même chose, hein, mais moi je prends le problème, c'est l'enfant aussi, et toute l'histoire de la télékinésie, qui pour moi, en fait, les objets dysfonctionneraient, je sais pas, pour X ou Y raison, et tout resterait un peu mystérieux autour. Je trouve que l'impact, même à la sortie du film, fonctionnait vachement mieux. Là, soudainement, l'enfant va l'éloigner, en fait, le film de notre quotidien, et finalement nous faire sortir de cette impression un petit peu très Todorovienne du doute, en fait, de la croisée des chemins. Ça marche plus. Ça aurait été encore mieux, finalement, que ce soit de la folk horror pure, avec ses objets et tout, mais par une sorte de sorcier local assez âgé qui se venge et tout, et par le magnétisme de cet endroit particulier, créer ce dysfonctionnement sur des nouveaux objets. Ça aurait été totalement assumé, fantastique, ça aurait été sympathique. Ça aurait été encore plus fulchien, si tu veux, tu aurais pu... voilà. Oui, puis je pense que démon ancestral dans le folklore celtique ou je sais pas trop quoi, ça aurait été génial, ça. Mais Tommy Lee Wallace le faisait très bien dans Halloween 3. Enfin, moi, c'est un film que j'aime bien, avec cette idée d'ensorceler, par exemple, les masques. Et il y a un truc intéressant là-dedans. On reste dans une société très capitaliste qui, pour vendre un maximum de masques, en fait, fait pas en plus utilise de la sorcellerie. Là, il y a un truc intéressant. On est sur des choses de folklore. Alors, on aime ou on n'aime pas Halloween 3, évidemment. Il est très étrange. Mais je trouve que le concept est assez chouette là-dessus, en fait. C'est sorti un an avant. Halloween 3. Il y a un truc intéressant sur le fait d'ensorceler les objets du quotidien qui deviennent dangereux. Là, c'est les masques d'Halloween, mais c'est intéressant. Mais voilà, en gros, je trouve effectivement, tu as raison. Je pense qu'il aurait peut-être fallu rester sur de la folklore. Alors, je sais pas si, mon cher Julien, tu voulais rajouter quelque chose avant de conclure et d'arriver à nos recommandations. Non, mais si des gens veulent nous conseiller d'autres Francis Leroy, bon, méfiez-vous. Non, mais il a peut-être fait d'autres choses. Tu as dit qu'il avait fait d'autres choses hors érotique porno. Bon, après, je sais pas si d'autres films de lui seraient intéressants, mais pas Dangok, hein, juste comme ça pour notre curiosité. Mais, il a fait des qui serait plutôt, il a fait un film qui s'appelle La Poupée Rouge, qui est un film qui traite d'une guerre civile. Donc je sais pas si on est sur de la dystopie ou sur du cinéma politique simplement, en fait, du thriller politique. Ça pourrait être intéressant de peut-être découvrir ça. Mais après, pour le coup, effectivement, si vous voulez nous faire découvrir Lèche-moi partout avec Jean-Pierre Armand et Dominique Aveline, ou La Servante perverse, ce genre de truc, évidemment, ou Petite fille au bordel avec ou j'aime beaucoup Charlotte mouille sa petite culotte, qui est aussi un très très beau titre aussi, évidemment.
Ouais, il était pas très féministe, le monsieur. Non, voilà, je pense qu'en termes de féminisme, on est loin, quand même. Et ce qui est Sexe, intéressant, c'est Perestroïka, quand même, qui a un très beau titre aussi. ça peut avoir plusieurs sens, c'est le cas de le dire. Mais c'est quand même, on finit là-dessus avant les recos, mais Oui, c'est la deuxième fois qu'on traite un film de Leroy. Mais on a fait un autre oui. Leroy pour la traque, mais c'est pas le même Leroy. C'est Et qui, amusant. pour le coup, a un regard sur le féminin qui est, à mon avis, beaucoup plus Ah oui, intéressant, enfin, largement beaucoup plus intéressant, effectivement, que Francis. Mais oui, allez voir, je mettrai en lien on a travaillé donc sur la traque de Serge Leroy, qui est un film, un très grand film et vraiment passionnant. Et voilà, bon, sur lequel on reviendra peut-être à des moments, on devra le citer, on l'a déjà cité plusieurs fois en réalité. Donc bon, voilà la pour poupée Francis rouge, Leroy. la poupée rouge, en voyant le synopsis, ça part en érotisme, hein, c'est sûr. D'accord, ok, oui, c'est Deux jeunes filles révolutionnaires qui font face ensemble à la guerre civile. Reste à savoir comment elles vont faire face à la guerre civile aussi. voilà, c'est vrai aussi. J'ai un peu peur avec le titre La poupée rouge, quoi. Je crois que si ce sont des deux révolutionnaires qui peuvent, par érotisme, contaminer les bourgeois au communisme, ça peut être intéressant comme film. Et alors, petite chose que en cherchant les titres de films, je viens de tomber sur un truc qui validerait très bien ce que tu as dit tout à l'heure sur Claude Chabrol. Il s'avère que Francis Leroy a été assistant réel de Claude Chabrol sur Landru en 62 et qu'il a été très proche des auteurs de la Nouvelle Vague. Ça explique le postiche de la barbe de Brialy aussi. Voilà. Landru. Totalement. Ah oui. Mais voilà, donc peut-être qu'il a pris quelques conseils de Chabrol, voilà. Et il a réalisé un court-métrage, notamment sur l'un des tournages sur Alphaville de Godard. Il a réalisé un court-métrage a priori sur le plateau d'Alphaville. Donc voilà, donc il a traîné avec des auteurs de la Nouvelle Vague. Donc finalement, il y a quand même, au-delà de l'érotisme et du porno, même s'il a été un des pionniers dans les années 70, il avait peut-être, entre guillemets, je veux dire, une formation, alors plus classique, je veux dire, entre guillemets, ou plus, parler de classicisme pour la Nouvelle Vague, c'est embêtant, mais plus classique en tout cas, moins dans le cinéma érotique et porno, et plus dans une histoire du cinéma plus officielle, on va dire. Mais pour le coup, là, son regard sur la bourgeoisie, probablement qu'il est un peu héritier du travail qu'il a fait avec Chabrol. C'est possible, pour le coup. C'est possible, mais bon, en tout cas, entre cuisses et possession, je vois aussi, remarque ça peut être gocable, mais je crois qu'on va éviter. J'avais pas vu celui-là, mais alors le titre me tente énormément. Il est juste producteur de entre cuisses et possession. Mais non, mais sérieusement. Ah non, mais oui, c'est, ouais, voilà. Le secret des écolières sans culotte, par exemple, on va éviter. Oui. Ou tu vois, des titres quand même qui, moi, me paraissent problématiques, comme Ma mère me prostitue, il y a des trucs quand même qui sont quand même assez tendax au niveau des... Ouais. Donc on va rester sur ce film de Francis Leroy, je pense, sur Le démon dans l'île, c'est très bien. Le démon dans l'île, c'est déjà pas mal. Voilà. Non mais ça peut être un peu tendancieux quand même ce bazar. Ouais. Cet enfant m'appartient. Absolument pas. Soyez raisonnable, il faut le soigner. Jamais. Si les gens apprennent son existence, ils sont capables de le tuer. Ils sont pires que des animaux, rendez-le-moi. Non. Vous ne croyez quand même pas que je vais vous laisser mon meilleur sujet d'étude? De vos expériences monstrueuses, vous voulez dire. Mes objectifs sont autrement utiles à l'humanité. Comprendre les mécanismes du cerveau par mon propre cerveau. C'est tout de même plus excitant que de soigner des lobagos. Vous êtes un fou criminel, Marshall. Vous auriez fait une excellente assistante. Tant pis pour vous. Lâchez l'enfant. Vous l'aurez voulu. Non, laissez-moi. Il me connaît. Moi, il n'a jamais rien fait. À vous peut-être, mais aux autres. J'ignorais ses pouvoirs jusqu'à cette explosion. Et qui peut vous croire? C'est vous qui en avez fait un monstre. C'est une erreur. Une erreur de traitement. Viens. N'aie pas peur, je suis là. Viens, mon petit. J'ai encore besoin de toi, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je t'aime, tu sais. En tous les cas, bon, Charles, je vais te proposer, pour le coup, en guise de conclusion, de poser une petite recommandation
en lien donc avec, alors comme d'habitude, de près ou de loin, alors qui est pas forcément français pour le coup, puisque je sais que tu vas partir hors des frontières hexagonales pour nous proposer un film, et voilà, qui peut faire lien, sens, écho au film de Francis Leroy dont on a parlé aujourd'hui, je le rappelle, Le Démon dans l'île. Alors, c'est un film que je voulais découvrir depuis un petit moment, qui m'avait d'ailleurs été conseillé par l'ami Peggy à l'époque, Ok. pensé pour Peggy. Potentiellement qu'on aurait fait en duo d'ailleurs. Bon, du coup, j'en ai parlé, j'en parle sur ma chaîne ou j'en parlerai selon quand l'épisode sera publié. C'est Les Révoltés de l'an 2000. Parce que je connaissais un peu le principe. Là, je vois le démon dans l'île. Voilà, côté insulaire, enfant et tout. Ah, eh ben, dans la foulée, littéralement, j'ai vu Les Révoltés de l'an 2000. Et en effet, il y a cette idée d'étrangeté de gens qui débarquent sur une île et qui vont avoir affaire alors non pas un enfant en télékinésie et tout, mais des enfants qui visiblement ont envie de se venger de quelque chose, et des adultes. Alors c'est un film qui est horrible sur plusieurs points quand même, hein. C'est d'une violence, on peut le dire, moralement c'est très dur à supporter. Dès la scène d'introduction, qui a des images d'archives réelles de la Shoah, d'autres guerres, des enfants morts de famine, c'est affreux, mais c'est révélateur aussi d'une époque, peut-être justement les médias, finalement, mais aussi une dénonciation des médias qui montraient ça de façon peut-être un peu spectaculaire à l'époque. Et là, on est frontalement dans, on vous balance ça dès le début, et on veut mettre les adultes face à leurs horreurs, à la guerre, hein, et qui subit les conséquences en premier? Les enfants. Et les enfants qui sont en droit de se révolter et qui vont tuer des adultes. Du coup, c'est un film totalement osé à l'époque, hein. D'ailleurs, presque on n'oserait plus faire un film comme ça, je dirais. Je pense Il y que a c'est très 50 dur. ans, 50 Ouais. ans. Et après, voilà, il y a le côté un peu, là aussi avec des acteurs pas très connus d'ailleurs, côté perdu sur une île, presque folk horror ou non, très désertique, presque westernien. C'est un film qui vivote un peu pendant une partie du film quand même, mais alors, quand ça reprend, et voilà, je vais pas en dire beaucoup plus là, jusqu'au bout du bout, c'est quand même accablant en fait. Et encore aujourd'hui, tu vois ce genre de film-là, quand tu sais que il y a encore beaucoup d'enfants qui trinquent, hein, dans certaines contrées du monde, que ce soit à Gaza, en Afrique et tout, c'est toujours les enfants qui prennent en premier. Ce film-là, je pense nécessaire. Il y a une forme de pédagogie derrière, brutale. D'autant plus que de nos jours, les médias sont encore plus dans le sensationnalisme. Les images de guerre qu'on peut trouver n'importe où sur les réseaux aussi. On ne s'amuse pas avec les enfants. Voilà, c'est aussi. Et les enfants, par contre, en retour, vont s'amuser parce que pour eux, c'est une forme de jeu aussi. Voilà, ce côté un peu, la façon de montrer aussi comme une sorte de colonie d'enfants déshumanisés par ce qui a pu se passer et qui vont se venger. Voilà, on va pas en dire plus, mais Village et damné, indirectement, il y a ça aussi. Hein, mais c'est un film qui est c'est un des films les plus violents moralement que j'ai pu voir depuis très longtemps. J'ai découvert Salo de Pasolini cette année. Qui avait il y a quand même des acteurs mineurs là-dedans, hein, faut pas oublier, mais bon, c'est ce côté très très difficile aussi de ce genre de cinéma. Il y a ça, voilà, voyez-le, hein, Les Révoltés de l'an 2000. Alors le titre français est dégueulasse, hein, parce que ça n'a rien à voir. Le titre espagnol est génial, qui est Quien puede matar a un niño. Il est incroyable ce titre-là. Qui peut tuer un enfant? C'est incroyable. Voilà. Mais le titre français est complètement hors sol, hein. C'est presque dommage, mais bon, à mon avis, ils ont proposé le titre traduit, mais c'est pas passé. Et du coup, ils auraient pu trouver un peu mieux, je pense. Ils auraient pu trouver un titre français, et du coup, ils auraient dû Le Roi aurait pas dû l'appeler comme ça, mais Les Démons dans l'île, oui, là. Oui, par exemple. Voilà. Et là, pour le coup, petite parenthèse, je rebondis sur un truc qu'on a reproché un peu aux Démons dans l'île, qui était de donner une explication. Ce qui est très intéressant pour le coup dans Les Révoltés de l'an 2000, c'est que le mystère demeure. J'en dis pas plus, mais il y a quand même un vrai aura de mystère. Oui. Oui et non, mais oui. Enfin, on comprend. En fait, il suffit de comprendre dès l'introduction. Tout à fait. C'est bien 7-8 minutes d'images horribles. Ouais, c'est très dur. Derrière. Mais ce qui est intéressant, et ça on en a parlé en off, c'est que la même année, il y a un film français qui semble un peu s'y rapprocher. Alors, il y a eu la nouvelle de Stephen King aussi, Les Démons du maïs, ou Les Enfants du maïs, je sais plus, qui visiblement a donné une adaptation très moche, hein. Je sais pas, j'ai pas vu. Je sais pas si t'as vu Les Démons du maïs, ce film 84. Je suis en train de réfléchir, mais je crois pas. De Fritz Kirsch, voilà. Bon, non, je crois que j'ai pas vu. La même année en France, on a eu droit à Demain les mômes. Voilà, un film visiblement post-apo avec des enfants.
qui vont pas être trop dans la joyeuseté. Un film de Jean Pourtalais, voilà, avec Nils Arestrup et Emmanuel Béard qui a un petit rôle. Et peut-être qu'un jour c'est Gokable. Voilà. Ah bah totalement gokable. Voilà. Et du coup, comme quoi, voilà, de parallèles, de cause en conséquence, on arrive à trouver des films comme ça. C'est Mais la magie petite du- parenthèse aussi sur ce que tu dis sur Quien puede matar a un niño, je dis le titre italien parce que je le trouve incroyable. Ah oui. Narciso Ibáñez Serrador, c'est un réalisateur qui vient de la télé, qui est appelé Chicho en Espagne en tout cas, qui est vraiment un type important. Il a tourné 4 longs métrages fantastiques, dont La Culpa aussi, qui est un super beau film, qui dure 1 heure. Et j'ai un trou de mémoire sur les 2 autres, mais je vous conseille fortement d'y aller aussi parce que c'est un auteur de fantastique assez passionnant, qui travaille beaucoup autour de la question de l'enfance justement. Et la faute, c'est un film assez exceptionnel là-dessus aussi. Donc c'est trop bien que tu en aies parlé parce que c'est un film, là pour le coup, c'est certainement son plus violent, son plus dur, son plus désespéré. C'est un film horrible. Enfin, moi, il y a des plans, sans rentrer en détail, mais pour ceux qui connaissent, et comme Julia, tu connais, sur la piñata, que je trouve. Ah oui, le grand-père. Ouais. Il y a des trucs quand même vraiment hardcore à regarder. Hein. Et puis toute la fin, enfin, il y a Oui. Moi, je me suis toujours posé je me pose toujours cette question quand je vois un film comme ça. Comment le metteur en scène dirige les enfants? Comme un Ouais, jeu, oui, d'accord, mais quand même. Enfin, c'est pour ça que moralement, c'est questionnable parce que tu fais quand même Totalement. jouer à des enfants des scènes de dureté et tout. Mais bon, à l'époque, on se posait pas forcément ces questions morales. C'était une vague de liberté post-année 68. Mais c'est vrai que bon, on a dû les briefer en mode, on va s'amuser, on va jouer à la guerre, on va jouer à... Et d'ailleurs, tu vois, il y a une scène de violence sur un bateau vers la fin. Si tu fais bien attention, il y a des enfants qui rigolent, enfin, Oui. ils sourient, ils sont morts de rire. Voilà. C'est pour ça que si si tu penses au tournage, la scène, elle est un peu ridicule, mais en fait, elle est violente. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Là, c'est le genre de film, il faudrait voir un making of, par exemple. Ça va être super intéressant de voir comment ils ont fonctionné là-dessus. Ouais, Ouais. Non, enfin, très belle recommandation. Alors moi, j'ai changé ma recommandation complètement. Ah, ce n'est plus Argento! Non, parce que je me suis dit qu'en fait, si je parle d'Argento dans ce contexte-là, ça veut dire que je sais que c'est le spoil, je m'en fous un petit peu, mais Et en puis, fait, tu vas parler de ce film avec Thierry bientôt, probablement. oui, probablement aussi, totalement. Mais j'ai en fait le placer dans ce contexte-là et le justifier pourquoi je le place, c'est vous donner la révélation du film, ce qui est un peu embêtant si on est juste dans la Mais recommandation. Que ce film, on peut le dire, hein, c'est phénoménal. C'est phénoménal, ouais. Que j'ai toujours pas vu, mais que je connais de réputation, etc. Il y a une superbe BO, alors, Goblin, mais un musicien, Ah bah oui. il y avait Iron déjà une Maiden. scission. Il y avait une scission. Voilà, Oui. Et tu sais que ce thème principal de Goblin a été repris par le groupe de métal symphonique Rhapsody sur Ok. un EP. Oui. Voilà. Et je me suis rendu compte de ça très tard, hein, alors que voilà. Non, puis phénoménal. Les meurtres, il y a Iron Maiden, je crois, sur les meurtres. Ah bah en notamment. plus, voilà. Il y a du métal pendant tout le film, c'est hyper bizarre parce que Ah bah je vais adorer ce film un jour, hein, c'est sûr. je pense. Mais je veux pas en parler plus parce que j'ai peur en fait de aller voir Phénoména, mais je veux pas vous dire pourquoi parce que ce serait embêtant et que ça sera en dire beaucoup trop sur la révélation que moi je trouve pour le coup menée un peu différemment et plus intelligemment peut-être que dans Le Démon dans l'île. Je vais vous proposer un autre film bizarre, comme tu parlais de en fait ça m'a fait écho avec Les Révoltés de l'an 2000, qui est un film tout aussi chelou, tout aussi limite, vraiment très très limite. Ça s'appelle L'Enfant de la nuit ou les émotions d'un jeune voyeur. Qui est un giallo, donc c'est co-réalisé par James Kelly et Andrea Bianchi, donc un Italien et un Britannique. Et ça raconte l'histoire on suit une jeune femme qui vient de rencontrer un homme un peu plus âgé qu'elle, parce que sa femme est décédée, et puis donc pour le coup lui est veuf, et donc ils se rencontrent, ils se mettent ensemble, lui a un fils, et celle qui va devenir la belle-mère de ce petit garçon va commencer à soupçonner le petit garçon d'avoir buté sa mère. Voilà le postulat de base. Et à partir de là, c'est le début pour un jeu incroyablement pervers. Je crois que le film a été censuré dans tous les sens, qui va se mettre en place entre le gamin de 12 ans et sa belle-mère, donc qui a une vingtaine d'années. Et il y a des séquences, notamment qui impliquent des choses sexuelles qui sont ahurissantes. Mais vraiment, où tu te demandes comment ça peut tourner. C'est avec Brit Eklund, l'actrice de The Wicker Man. Tout à fait, voilà ça. Et qui a fait une James Bond girl dans un James Bond que j'ai vu il y a pas longtemps, L'Homme au pistolet d'or, avec Christopher Lee. Tout est lié. Ah oui, non, mais Un enfant de 12 ans. Bon, c'est un film qui date de
72. Malheureusement, dans les années 70, on faisait parfois jouer à des adolescents des scènes. Ah là, il y a des séquences qui sont, il y a 2 séquences vraiment que je trouve encore aujourd'hui ultra choquantes, mais très intéressantes parce que pour le coup, c'est pas du in your face vraiment où le film te montre ça de manière hyper racoleuse. Il joue sur quelque chose de beaucoup plus ambigu et de beaucoup plus sur le fil. Mais n'empêche que c'est aujourd'hui extrêmement choquant en fait à voir. Mais le film fonctionne à mort, c'est-à-dire que toute la tension qu'il y a autour de ça, de savoir ce que cet enfant a fait, de quoi il est responsable, le rapport qu'il entretient avec cette femme, la manière dont cette femme va rentrer dans le jeu du garçon, du chantage qu'il lui fait, etc. C'est vraiment très très intéressant. Il est disponible sur Shadows pour le coup, ce film, dans sa version je crois intégrale pour le coup, parce que je sais quand il est sorti en Grande-Bretagne, il a été coupé dans tous les sens pour des raisons qui sont je pense légitimes quand même, mais à voir dans sa version intégrale pour le coup sur Shadows parce que c'est quand même assez fascinant à regarder. Et je trouve que sur la manière de traiter l'enfant, un petit peu l'enfant diabolique, l'enfant malade psychiquement, il y a un truc très très fort. Et pour le coup, en plus, c'est l'occasion de voir cette actrice formidable qui est dans Wicker Man, que moi je trouve vraiment je pense les plus forts dans Wicker Man, qui est cette séquence de danse où elle essaie de tenter le personnage de comment s'appelle Edward Woodworth qui est lui qui est dans cette chambre et elle fait une danse nue de l'autre côté je trouve la séquence incroyable en termes de même musicalité, elle est super et voilà, je trouve que moi je l'avais pas vu dans d'autres choses à part effectivement ce James Bond et pour le coup je l'ai découvert là-dedans de manière aléatoire parce que c'était sorti sur Shadow, je savais pas du tout de quoi il s'agissait et je me suis lancé dedans et je trouve le film absolument fascinant, mais pareil un petit peu comme les Rivalités de l'an 2000, ça reste pour un public quand même assez averti. Parce que, alors, même si encore une fois le film, c'est un peu comme les Révoltés de l'an 2000, ce sont pas des films gore, ce sont pas des films extrêmement graphiques, si je puis dire, de prime abord en tous les cas, à part effectivement ce que tu disais dans les Révoltés de l'an 2000, qui sont les débuts vraiment, on a ces plans documentaires. Mais le reste du temps, en fait, c'est pas des films excessivement gore, hein, pour le coup. Je dirais presque même que le film de Francis Leroy est plus violent dans ses explosions, dans ses fulgurances gore. Mais il y a un climat, il y a une violence qui est beaucoup plus sèche, beaucoup plus réaliste, qui justement ne te fait jamais sortir de cette violence très quotidienne, qui fait que ça marche hyper bien et qu'on est toujours extrêmement mal à l'aise. Donc c'est des films très intéressants. Oui, ce sont des films, quand ça questionne la morale et tout, c'est aussi intéressant et de voir comment certaines choses ont pu être faites à une époque qui, fort heureusement, ne sont plus faites parce qu'on protège mieux aussi les jeunes actrices et les jeunes acteurs. Reste à savoir, comme d'habitude, comment ça a été géré sur le tournage. Malheureusement, je pense qu'il y a certains de ces tournages-là qui ont dû être gérés à l'arrache et c'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup moins de restrictions, d'obligations des parents, limite d'heures par jour et tout. À une époque, c'était pas évident. Je sais que par exemple, on parle de Britt Eklund, mais en Suède, par exemple, qui est un pays très libre sur ça, il y a beaucoup de films très érotiques à l'époque, dans les années 70-80, je crois, avec des adolescents, par exemple. Ou en Italie aussi, il y a eu ça. C'est pas un film, c'est la Maladosensa, je sais plus quoi là, de nom, qui a fait polémique avec une jeune actrice, un jeune acteur. On leur a fait tourner des scènes nues et tout. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça, parce que ça avait fait scandale après coup. Je crois que c'est l'actrice qui avait dit des choses. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un titre italien, la Maladosensa, enfin le mal-être adolescent en italien, quoi. Mais tu sais, même quand tu parles de la Suède, tu vois des films comme Thriller, enfin Crime à froid, Thriller, ça dépend quel titre tu prends, mais de Bovie Bonus là, qui est ce Rape and Revenge hyper étrange là. Le film est un peu moyen parce que l'actrice est quand même relativement jeune et la manière dont elle l'est, c'est un film compliqué, Thriller. C'est un film que je trouve intéressant, mais c'est un film compliqué aussi. Voilà, j'ai trouvé, c'est la Maladosensa, oui, le jeu interdit d'adolescence, un film de 1977 que j'ai jamais vu, mais j'ai après coup, voilà, c'est une jeune fille de 12 ans avec un adolescent de 17. Voilà, donc tu vois je crois qu'elle est très sexualisée dans le film et qu'après coup, il y a eu, voilà, je pense que l'actrice en elle-même, ça a été compliqué, il me semble, avec un acteur français d'ailleurs qui joue l'adolescent, Martin Loeb. Il me semble qu'il est connu, Martin Loeb. Qui est décédé l'année dernière d'ailleurs, voilà. Oui, ça me dit quelque chose aussi, c'est pour ça. Que c'était le frère de. C'est lui qui a joué dans Les Petites Amoureuses de Jean Eustache, voilà pourquoi je le connais. Ok, d'accord, oui. Mais je connais pas du tout dans un autre style du coup, quand même. Voilà. Mais bon, oui, il y a des films qui sont très problématiques après coup,
qui ont été Et encore tournés une fois, dans moi je pense que les révoltés de l'an 2000, la gestion des enfants a été à mon avis beaucoup plus saine que, je pense sur par exemple l'enfant de la nuit là pour le coup. Où là je trouve que voilà, c'est questionnable. Alors même si effectivement il joue quand même sur des champs contre champs qui fait que les acteurs sont pas toujours dans le même plan, donc ça permet un petit peu de sauver le truc. enfin, je sais pas. Voilà. Faut que je le revoie parce que le film m'a quand même fasciné, que je trouve qu'en termes de thriller et d'écriture de thriller et d'écriture psychologique de ces personnages, ça reste un film vraiment très intéressant. Mais effectivement, on est dans des années où on teste des choses, on teste les limites et parfois on les dépasse. Et là, je pense que c'est un film qui, pour le coup, clairement dépasse les limites. Mais ça reste un film, encore une fois, il existe ce film-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est intéressant de réfléchir dessus et de questionner ces trucs-là aussi. Oui, bien sûr. En tout cas, mon cher Julia, je vais te remercier énormément parce que je vois que l'heure tourne et que toi, je crois que tu as du temps après, donc je ne vais pas te retenir trop. Mais merci du fond du cœur pour cette ce nouveau gokage, si je puis dire ça comme ça. Cette Et puis on va se retrouver très bientôt. Gokisation en bonne et due forme. Mais merci. Même sur des films peut-être un peu moins bons, mais il y a toujours des choses à dire. Et puis, on peut pas parler que des chefs-d'œuvre non plus, parce que sinon, mais totalement. Voilà. Il faut ménager la chèvre et le chou. On ne sait pas d'ailleurs lequel le prochain ce sera. On a l'embarras du choix. On ne sait que choisir. On va pas encore. J'ai après l'impression qu'on fait toujours cette référence. Mais oui, mais je pense qu'elle est bien. Elle est bien. Et oui, c'est ça, le genre au sens large, hein, de toute façon. Parce que dans Gok, on ne parle pas que de l'horreur. Hein. De toute façon, tous les genres se mélangent. Totalement. Cinéma de genre, c'est le cinéma de genres au pluriel. Et on a encore beaucoup de choix. Mais totalement. En plus, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Mais on va justement, je pense, je sais pas si ça sortira en même temps, mais il y aura un Mickey certainement en parallèle que je mettrai de façon quand il sortira. Et de toute façon, le prochain film, comme Mickey, je reprends ta phrase, je reprends ta citation, on a l'embarras du choix chez Mickey comme dans le Gok. Donc ça, c'est cool. On va piocher, voilà. Et donc on se retrouve d'ici quelques semaines en tous les cas pour ce Mickey certainement. Et puis d'ici quelques semaines certainement, on fera peut-être pendant les grandes vacances un deuxième Gok si on a le temps, on pourra en profiter si la chaleur n'est pas trop pesante. Sinon on fera le matin comme on le fait aujourd'hui. Et puis encore une fois, merci mon cher Julien, merci beaucoup. Merci Romain, merci à Tilki aussi qui a participé un peu comme d'habitude. Il veut toujours participer un petit peu, dire je suis là quand même. N'oubliez pas que. De toute façon, honnêtement, il y a un film de genre entre guillemets français des années 80 un jour où Tilki aura sa place directement. Ah il interviendra, c'est obligatoire. Et c'est vrai qu'on en a parlé dernièrement, et je pense que c'est un film aussi intéressant, donc ce sera l'occasion d'en parler, qui est bancal aussi, mais qui est très intéressant. Oui, voilà. Voilà, pour ceux qui je jette le nom comme ça, mais il viendra peut-être un jour, qui s'appelle Baxter, voilà, je le dis comme ça. Voilà. Rien à voir avec le chanteur, là, Embrasse-moi idiot, c'était ça, Baxter. Je sais plus comment oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Enfin bon, c'était un groupe, en fait, avec je sais plus, enfin voilà, bon bref. Les années 80, toujours, probablement. Écoute, merci Julia en tout cas pour ta bonne humeur, ta générosité, puis on se retrouve très bientôt en tous les cas. À bientôt, gros bisous. Salut, gros bisous.